Bien le bonjour messieurs, dames, c'est Kevin pour les Ludophores. On se retrouve pour le 36e numéro du menu crowdfunding, l'émission dans laquelle on vous propose de suivre un petit peu toutes les nouvelles campagnes chaque semaine. Semaine après semaine, on vous propose toutes les nouvelles campagnes de GameFound, de Kickstarter, parfois même de Ulule. Bon, quand je dis toutes, j'exagère un petit peu, il y a toujours quelques-unes qui me passent un petit peu sous le nez, mais vous aurez compris pardon, un petit peu le concept. Cette semaine, on se retrouve avec une semaine un petit peu bizarre, avec quelques projets très intéressants, mais finalement, ce n'est pas une énorme semaine, il n'y a pas d'énormes projets proposés cette semaine, mais il y en a plusieurs qui sont relativement intéressants et qui proposent en plus de ça parfois des prix un peu moindres par rapport à ceux que l'on voit ces derniers mois, ou en tout cas depuis le début de l'année, notamment en termes de frais de port. Donc ça reste une semaine malgré tout assez intéressante, même si je pense que la vidéo fera peut-être un petit peu moins de vues que lors d'une semaine avec du Marvel Zombies par exemple, etc. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, on se lance sans plus tarder avec les parties que vous connaissez, à savoir le petit point sur la chaîne, sur le sondage, ensuite les mentions honorables, majoritaires cette semaine assez largement, et puis 3-4 projets sur lesquels je vais m'appesantir un petit peu plus. On est parti. Je profite du petit point sur la chaîne, comme on fait chaque semaine, pour vous rappeler que vous pouvez passer d'un chapitre à l'autre grâce au chapitrage que vous trouverez dans la description, mais également dans la barre de défilement de la vidéo. Ça vous permettra de sauter donc d'un sujet à un autre selon si le jeu en question est supposé vous intéresser ou non. Bref, vous ferez votre shopping un petit peu là-dedans, comme bon vous le semble en tout cas. Et puis donc, cette semaine, vous le voyez, 745 abonnés, on a fait un petit plus 25, on retrouve nos habitudes, vraiment, c'est un petit peu réglé comme une horloge, chaque semaine, plus 25, plus 26, plus 24. On est généralement entre plus 20 et plus 30, c'est assez intéressant de voir à quel point c'est régulier. L'avantage, c'est que ça permet de faire des projets un petit peu sur le long terme en se disant, bon, à ce mois-ci, on sera plus ou moins à ce nombre d'abonnés-là, etc. On peut prévoir un petit peu à l'avance. Bon, il y a toujours un petit peu des différences de temps en temps, mais quand même. Cette semaine, quoi de nouveau? Ma foi, pas grand-chose, si ce n'est les vidéos habituelles, à savoir le menu crowdfunding et le suivi du menu crowdfunding, mais quand même, une nouvelle vidéo pour les fans de Terraforming Mars avec son petit frère, à savoir Terraforming Mars Ares Expedition, que Xavier vous a présenté avec une expli partie en solo, un jeu qui peut tout à fait se jouer à plusieurs, bien entendu, comme son grand frère Terraforming Mars, un incontournable du monde ludique, mais cette fois-ci avec un format un petit peu différent et des règles un petit peu revues, façon un petit peu pas Roll for the Galaxy, je confonds toujours les deux, mais Race for the Galaxy. Donc pour ceux qui auraient déjà joué à ce jeu-là, ainsi qu'à Terraforming Mars, prenez un petit peu les deux, mélangez ça, et vous obtiendrez un petit peu donc Ares Expedition, en tout cas pour ce que ça donne en termes de gameplay, disons. Donc voilà, allez découvrir un petit peu le gameplay justement du solo, qui se joue en un temps un petit peu plus court que son aîné, pour Terraforming Mars Ares Expedition, qui pour l'instant fait un début assez calme, mais on espère que ça grandira au fur et à mesure que le jeu arrivera en France au backer et qu'il gagnera en popularité notamment. Et ma foi, c'est à peu près tout pour cette semaine, donc on va directement s'orienter vers le sondage de la semaine. D'ailleurs, je vous rappelle encore une fois, comme chaque semaine, que le sondage de la semaine, vous pouvez y accéder directement dans la description de la vidéo. Vous trouverez un lien vers le site qui est ici, un poll maker, pour aller voter pour les projets qui vous intéressent. Cette semaine, eh bien, vous aviez quand même pas mal de choix, dont certains qui ont déjà d'ailleurs annulé. On en trouve un d'ailleurs directement dans le top 3, vous le verrez très prochainement. D'ailleurs, il s'agit de Rogue Angels qui a déjà annulé. On expliquera ça un petit peu plus tard dans le créneau réservé au jeu en question. Donc finalement, parmi les gros jeux qui restent, il reste donc Captain's Log, un gros jeu, parmi ceux qui ont été choisis en tout cas. D'ailleurs, je vais passer en unité plutôt qu'en pourcentage. Voilà, donc 7 votes pour Captain's Log, qui c'est vrai sur Crowd, le forum francophone du crowdfunding de jeux de société, c'est un petit peu l'un des gros sujets du moment, hein, Captain's Log, pourtant un jeu relativement indies, on pourrait dire, hein, qui est passé un petit peu inaperçu à premier abord, mais qui finalement commence à gagner en popularité et qui a attiré quand même pas mal de backers déjà. Donc on parlera de lui un petit peu en profondeur bien entendu, ainsi que dans un thème relativement similaire, Seas of Havoc, qui vous propose une thématique similaire, mais un jeu tout à fait différent. Enfin, tout à fait, en grande partie différent. Il y avait donc Rogue Angels, bon, on va en parler très très brièvement parce que finalement c'est déjà annulé. Nightbreak qui finalement n'est pas encore lancé, bon, allez savoir, peut-être un report, on verra bien. Ce qui nous laisse finalement que deux jeux, donc Captain's Log et Seas of Havoc, dont on va parler un peu en profondeur, plus un ou deux jeux que je me permettrai moi d'inclure dans les gros projets de la semaine. Vous verrez bien de quels il s'agit. Et bien évidemment, je vous présenterai tous les autres très brièvement également, y compris Celsia qui lui aussi a annulé d'ores et déjà.
Voilà, sur ce, on est parti avec les mentions honorables de la semaine. Et avant tout ça, un petit détour, c'est rare, mais un petit détour par les projets déjà annulés. Généralement, c'est plutôt dans le suivi du menu crowdfunding qu'on fait ça. Mais cette fois-ci, bon, bah, il y a des jeux qui ont déjà annulé après 2-3 jours de campagne, donc on fait un tout petit point dessus également. Premier jeu annulé cette semaine, il s'agit de Celsia, comme je le disais tout à l'heure dans le sondage. 101 contributeurs, c'était déjà pas si mal. On avait 4 000 € d'engagés déjà sur 25 000. Bon, c'est vrai que ça nous venait de Mod Games, donc c'est le premier projet, donc c'est vrai que fixer un objectif à 25 000 €, c'est certainement d'ailleurs tout à fait honnête et réaliste en termes de financement réellement nécessaire pour produire le jeu, comme on en voit finalement assez rarement sur Kickstarter, parce qu'on a tendance plutôt à avoir des seuils de financement rabaissés, parfois même dépassés puis annulés parce que finalement ça ne correspondait pas au financement nécessaire. Là, pour le coup, ils ont peut-être été un peu plus honnêtes, mais finalement, ça faisait un seuil de financement assez élevé pour un éditeur, un primo-porteur en tout cas de projet sur Kickstarter. C'est le qui vous proposait, encore une fois, un jeu dans l'espace, comme on voit très souvent, pour un 4 joueurs, 14 ans et plus, des parties de 30 à 75 minutes, assez vilain. C'est vrai que visuellement, c'était vraiment pas très joli, il faut bien l'avouer. On les reverra très prochainement, donc je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Sachez que vous allez, dans ce jeu, développer votre vaisseau spatial, mener diverses missions à terme, essayer d'upgrader autant que possible votre équipage, etc. Bref, rien de très particulier. On pouvait avoir potentiellement la version française débloquée selon le nombre de backers. Bon, là, visiblement, évidemment, vous vous en doutez, vu que la campagne est annulée, ce ne sera pas pour maintenant. On en reparle de toute façon très prochainement quand la campagne refera son apparition sur Kickstarter, puisqu'ils ont déjà annoncé qu'ils reviendraient prochainement. Bon, de toute façon, juste pour indication, hein, le jeu coûtait quand même 45 € plus les frais de port, qui pour la France, par exemple, étaient à 18, donc ça vous faisait quand même assez rapidement un jeu à 63 € plus les frais de port, la TVA, pardon. Donc c'est vrai que c'était déjà pas si donné pour un jeu qui, en plus de ça, visuellement, vous le voyez quand même pas très joli, même s'il y a quelques miniatures par-ci par-là. Bref, celle-ci a été annulée, on en reparlera prochainement. Pas grand-chose de plus à dire pour l'instant. C'était décidément pas la semaine des jeux dans l'espace, puisque Rogue Angels, celui-ci bien plus ambitieux, a lui aussi annulé. D'ailleurs, il faut que je recharge la page, parce que visiblement, ça n'a pas correctement chargé. Donc, Rogue Angels était un projet bien plus ambitieux. Comme vous le voyez, on avait un objectif de financement à 350 000 €. Alors oui, il s'agissait d'un jeu à licence, la licence de Burning Suns, mais la licence n'avait jamais rapporté autant d'argent que ce qu'il demandait en termes de seuil de financement. Donc c'est vrai que c'était assez peu réaliste, et je pense que je suis loin d'être le seul à dire, dès le début de la campagne d'ailleurs, mais qu'est-ce que vous avez fumé les gars? Alors certes, le jeu a l'air très ambitieux, il s'agissait ainsi d'un jeu qu'on pourrait rapprocher d'une version plateau de la série de jeux vidéo Mass Effect, avec donc un gros aspect narratif dans le jeu, avec, vous le voyez ici, Legacy, donc c'est un jeu Legacy, même si maintenant il fait mention d'une potentielle option pour pouvoir faire un reset du jeu lors de la prochaine campagne, mais à l'origine c'est prévu pour être un Legacy. C'était un gros jeu qui coûtait assez cher, ce qui peut être aussi une des raisons pour lesquelles on a finalement assez peu de backers, même si bon, c'est quand même tout à fait honnête, hein, vous l'avez vu, 400 backers, c'est pas rien non plus. Pour un projet venant de Sun Tzu Games qui a jamais fait des scores énormes non plus, c'est pas dégueulasse comme départ de campagne, mais par rapport aux ambitions et au financement, au seuil de financement dévoilé en début de campagne, c'était juste pas réaliste du tout. Alors c'était un jeu pour un 4 joueurs, 16 ans et plus, 90 à 120 minutes par mission, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un coopératif en Legacy, donc vous aurez plusieurs scénarios imbriqués les uns dans les autres, avec chacune de vos, comment dirais-je, de vos décisions qui vont impacter la suite de la campagne. Donc un jeu assez ambitieux, pardon, avec ceci dit des miniatures qui seront remplacées par des standees. Bon, ça c'est vrai que c'est pas très classe, mais d'un autre côté, le jeu était déjà très cher de base. Donc si vous ajoutez des miniatures plastiques derrière, ça fait que grossir le coût du jeu. On vous montrer ici un petit peu quelques exemples d'embranchements possibles pour vos scénarios. Alors c'est vrai que là, si on se contente pardon, de ce que l'on peut voir ici, on se dit, bon, il n'y en a peut-être pas beaucoup finalement des embranchements, mais bon, j'imagine que c'est relativement minimal par rapport à ce qui peut se développer au fur et à mesure d'une campagne de Rogue Angels. Donc on passe rapidement un petit peu sur tout ça, parce que de toute façon, là encore, on reverra le jeu assez prochainement, j'imagine, sur Kickstarter ou peut-être GameFound, allez savoir, avec énormément, vous voyez ici, de reviews. Hein. J'ai jamais vu sur Kickstarter une page remplie de previews à ce point-là, donc quelques-unes en français, avec ici Pug and Play par exemple. On avait également ici 20 jeux, je crois qu'on en avait encore une ou deux, non?
Non, c'est peut-être tout, je ne sais plus. Bref, autant de reviews, d'ailleurs toujours très, très, positives en règle générale. Vous pouvez toujours le tester d'ailleurs sur Tabletop Simulator, même si la campagne est annulée pour l'instant, hein. Ça vous permettra éventuellement, avec un peu de retard peut-être, de vous faire une idée de ce que peut proposer Rogue Angels, donc sur TTS. Mais en tout cas, les pledges, vous voyez, le pledge de base à 87 €, bon, ça coûte déjà assez cher pour un jeu qui ne contient pas de figurines plastiques, qui s'accompagne certes d'une application apparemment, si j'ai bien compris, enfin de campaign books qui sont digitalisés et non en format papier pour l'instant. Ça aussi, ça fait l'objet de quelques critiques dans les commentaires notamment, où les gens préféraient une version papier, ce qui peut se comprendre. Ensuite, on avait un pledge à 109 109 €, pardon, pas 109 $, pour pouvoir enfin mettre la main sur justement les livrets de campagne en version physique plutôt qu'avec la version numérique. On avait des add-ons avec des dossiers, bref, rien de très important là-dessus. Et le shipping était pour la France de 15 € ou 18 si vous preniez les livres avec. Donc les frais de port étaient relativement acceptables, disons. Par contre, la TVA a été ajoutée par-dessus, donc ça faisait rapidement un jeu qui coûtait, bon, disons, 120, 130 €. Bon, c'est assez cher pour un jeu qui, en plus, ne comporte pas de miniatures en plastique. Donc, je peux comprendre aussi que le ticket d'entrée, disons, dans la campagne soit assez cher et repousser un petit peu les potentiels backers intéressés. Donc, voilà pour Rogue Angels. On va quand même aller voir rapidement dans les actus pour voir si, éventuellement, il y a une date déjà pour un retour sur Kickstarter. Là, il mentionne un petit peu tous les points sur lesquels il voudrait retravailler un petit peu la campagne avant de pouvoir revenir proposer le jeu sur Kickstarter. Mais quand est-ce que ça arrivera? Il dit ici que bon, il s'attend à ce que ça prenne au moins 3 mois de boulot supplémentaire pour pouvoir préparer une nouvelle campagne, mais que la campagne elle-même arrivera certainement d'ici 5 à 6 mois. Donc, on les reverra prochainement, je pense, peut-être au courant de l'été, à la fin de l'été peut-être, sur Kickstarter à nouveau, j'imagine. Vous pouvez suivre également l'évolution du projet sur son Discord si cela vous intéresse. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Rogue Angels, annule malgré tout, avec quand même 400 contributeurs, ce qui n'est pas rien, un vrai potentiel si l'on en croit les différents retours qui sont mentionnés d'ailleurs sur la page, ils sont nombreux, mais un ticket d'entrée un petit peu chéro, des choix éditoriaux peut-être un petit peu discutables, même si défendables également, ça aboutit à une annulation malgré 37 000 € d'accumulé. Et sur ce, on peut maintenant passer directement aux mentions honorables de la semaine qui, elles, sont encore bien vivantes. Et la première, il s'agit de I Guess This Is It, qui est le premier jeu de RPG, dirions-nous, de roleplay, qui nous vient de Jason Tagmeyer. Si vous ne connaissez pas, c'est le boss de Botch and Shy Games, tous ces petits jeux en format petit portefeuille en faux cuir, un éditeur qui est derrière notamment Sprawlopolis, derrière Skulls of Sedlec, derrière Circle the Wagons, etc., et qui est également l'éditeur de Unsurmountable, jeu pour lequel je vous proposerai une petite vidéo. C'est un jeu solo uniquement. Donc dans les 2-3 semaines à venir, on vous proposera une vidéo dessus. Et donc c'est leur premier jeu de roleplay, de RPG si on peut dire, pour 10 $. Hein, c'est fidèle à la ligne éditoriale habituelle de cet éditeur. Des jeux très ramassés matériellement parlant, mais également avec des prix relativement abordables. Alors cette fois-ci, ben, c'est un RPG, donc c'est une première de leur côté, et ça vous permet d'aborder aussi un thème assez peu traité finalement dans les jeux de société, à savoir la séparation. En fait, c'est un jeu qui vous propose d'incarner pour les deux joueurs autour de la table, c'est un jeu à deux joueurs, attention, pour les deux joueurs, en fait, de simplement incarner deux personnes, ça peut être un couple, ça peut être des collègues, des partenaires, tout un tas de possibilités, mais deux personnes qui ont fait un bout de chemin ensemble pour une raison ou pour une autre, mais qui, pour une raison et pour une autre éventuellement également, vont devoir se séparer. Et à partir de différents icônes que vous voyez sur les cartes ici, vous allez les embrancher. Par exemple, vous allez essayer de mettre cette étoile ici, à côté de cette étoile ici. Enfin, essayer d'imbriquer les cartes les unes avec les autres en fonction des logos. Les logos vont eux-mêmes enclencher différentes actions de votre part. Ici, vous avez d'ailleurs différents types comment dirais-je, de choix qui s'imposent à vous, enfin qui se proposent à vous en début de partie. Vous allez choisir si vous êtes des partenaires amoureux, des amis, des rivaux. Si la raison pour laquelle vous vous séparez est la poursuite peut-être de votre carrière, par exemple, ou la mort imminente de quelqu'un qui est malade, par exemple, ou le devoir. Ensuite, c'est ça, ouais, c'est ça. Où va se passer cet adieu? Est-ce que ça va se passer à la maison, dans la nature, dans la ville, dans un parc, que sais-je? Et ensuite, avec les différents embranchements, eh bien, vous aurez, comme je disais tout à l'heure, différentes
différentes actions ou différents types de discours à tenir. Vous devrez raconter par exemple un souhait pour l'avenir, comment dirais-je, des souvenirs, des excuses à faire à votre partenaire ou encore une fois rappeler des bons souvenirs, des mauvais souvenirs de ce qui s'était passé par le passé au cours de votre relation. Donc très 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 roleplay, attention, si vous n'êtes pas amateur de RPG, c'est pas un jeu vers lequel il faudra s'orienter, mais en tout cas c'est une vraie expérience ludique assez peu vue. La seule chose qui s'en rapproche un petit peu et que j'ai pu tester, c'était So Long My World, par les éditeurs du futur gros jeu Sankokushin, qui devrait arriver cette année normalement sur Kickstarter, qui parlait de la mort, justement, de la fin du monde, où on devait dire ses adieux à d'autres personnes, qui choisir entre sa mère et sa fiancée au moment où on sait que la fin du monde approche d'ici quelques heures à peine, avec qui va-t-on passer ces dernières heures, etc. Que va-t-on faire si on est bloqué dans la rue par quelqu'un qui essaie de nous ralentir? Est-ce qu'on le tue? Est-ce qu'on parle avec lui pour essayer de le calmer, etc. Donc, de ce point de vue-là, ça pouvait s'en rapprocher un petit peu, même si le gameplay était tout à fait radicalement différent. Donc voilà, c'est un peu ce que ça peut vous offrir, mais attention, cette fois-ci, c'est du roleplay. Donc du RPG, vous aurez à parler, à vous raconter une histoire l'un l'autre. Ça peut être, si vous êtes un petit peu dans ce genre de caractère, ça peut potentiellement être quelque chose d'assez émouvant à voir, comme ça peut être complètement un flop. Ça dépendra vraiment de vos caractères, de vous et votre partenaire. À vous de voir si c'est un jeu qui peut vous tenter, mais ça risque d'être un jeu assez clivant. Alors, comme d'habitude, chez Barton Shy Games, on a plusieurs pledges relativement abordables. 3 $ pour du print and play, donc vous pourrez imprimer les deux jeux qui sont ici, parce que oui, pour les 10 $, vous avez le jeu physique plus un autre jeu qui est également un RPG qui est offert en fait durant la campagne. Il s'agit de Advance Quest, The New Hill Game. Là, par contre, je ne me pencherai pas trop sur ce jeu-là. Vous pouvez également, comme à chaque fois que Barton Shy Games propose une campagne, faire un petit bundle de leurs jeux les plus populaires, plus le jeu en cours de campagne. Donc là, ce sera Sprawlopolis, Tassemasi et I Guess This Is It, plus ce petit RPG gratis. Et puis aussi, dans le Pledge Manager, vous avez toujours l'opportunité de rajouter 3 jeux et 3 extensions, puisque chacun des jeux de Barton Shy Games, qui est généralement composé de 18 cartes, s'accompagne également de petites extensions de 3, 4, 5, 6 cartes. Ensuite, je crois d'ailleurs que ce n'est pas le cas pour celui-ci. Il me semble qu'il n'y a pas de... J'ai pas cru voir de extension pour celui-ci. À voir. Je me trompe peut-être. Alors donc, qu'en est-il des frais de port? Voilà, les frais de port sont ici. Pour l'Europe, on est sur du 16 $. Bon, là, c'est vrai que c'est là que le bas baisse un petit peu. Le bas blesse, pardon, un petit peu. 16 $ pour un jeu qui en coûte 10. Il faut vraiment ajouter d'autres jeux via le Pledge Manager pour rendre ça un petit peu rentable, parce que sinon, clairement, ça ne les vaut pas en termes de matériel, parce que payer un jeu 10 $ et ajouter par-dessus 16 $ de frais de port, plus éventuellement la TVA, ça ne vaut pas vraiment le coup. Donc, éventuellement, si vous êtes vraiment intéressé et que vous ne possédez pas trop d'autres jeux de cet éditeur, je vous encouragerais plutôt à ajouter 2-3 jeux, y compris Scores of Sadlek, qui pour moi est vraiment l'un des meilleurs jeux de l'éditeur, éventuellement Sprawlopolis, très sympa également. Tassemasi, je n'ai jamais joué, mais c'est un des plus populaires de leur collection. Donc, ajoutez-en 2-3, plus quelques extensions par-ci par-là pour rendre ça un petit peu rentable, sinon ça ne vaut pas vraiment le coup. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour donc I Guess This Is It. Attention, on vous montre ici quelques-uns des autres jeux RPG, puisque c'est le premier de leur nouvelle série RPG. Donc vous en verrez d'autres dans les mois à venir, y compris The Family Dinner, Time Travel, pourquoi pas, Shades, qui fait un peu penser à des tests de Rorschach. Ça peut être assez intéressant. Je serais curieux de voir de quoi il s'agit. On verra bien. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour I Guess This Is It. J'en ai déjà parlé un petit peu trop longtemps d'ailleurs. 1036 contributeurs à 7 jours de la fin de la campagne. Comme toujours, c'est un petit reproche que moi je pourrais leur émettre. C'est qu'en général, Barton Shy Games fait toujours des très courtes campagnes d'une semaine, une semaine et demie. Mais bon, en général, ça marche très bien. Ils ont quand même un public fidèle, ce qui leur permet déjà d'avoir 1036 contributeurs pour un jeu qui, au demeurant, a l'air quand même très clivant. Donc, c'est quand même un très bon résultat. 21 000 $ engrangés sur 2000 nécessaires. Belle campagne pour I Guess This Is It, avec vraiment une offre assez innovante, même si clivante. On continue avec Tartarus, Longo Itinere, j'imagine que c'est du latin, avec 107 contributeurs à 10 jours de la fin de la campagne, et on est presque financé, puisqu'on est à 3 500 € sur 4 000 nécessaires pour ce projet qui nous vient d'Italie.
Et je ne sais plus si je l'ai déjà dit, j'ai déjà oublié si je l'avais dit ou pas, mais il y aura une version française. Donc, si ça peut vous intéresser, c'est pour vous, potentiellement, d'autant plus que je pense que ça pourrait attirer éventuellement tous les fans de jeux un petit peu indies, old school, puisque c'est un jeu qui vous propose une direction artistique en pixel art. Donc vraiment des jeux un petit peu à l'ancienne, jeux vidéo un petit peu années 90. Ça a son charme. Moi, c'est pas un truc qui me touche particulièrement, mais pourquoi pas. Vous avez ici 4 personnages, Virgo, Gabriel, Eros ou Eris, je ne sais pas trop comment le lire ici, Eris apparemment, c'est comment il s'appelle lui du coup, Diocle, c'est ça? C'est un O ça, oui j'imagine, Diocle. Donc 4 personnages que vous pourrez contrôler. C'est un dungeon crawler, vous allez visiter un donjon, terrasser des adversaires en tout genre, des monstres. Pour 1 à 4 joueurs, il y a un mode solo, attention. Ce n'est pas un coop, c'est un dungeon crawler certes, mais pas en coop. Vous allez, à la fin de la partie, essayer de gagner le plus de points possible, et vous allez même vous foutre des coups dans les pattes les uns les autres, vous gêner les uns les autres pour remporter la partie au final. Donc voilà, 4 héros, des petits points par-ci par-là, 76 monstres, 36 objets, bref, c'est avec une direction artistique qui, moi, m'attire pas particulièrement, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais ça pourrait en satisfaire plus d'un. Je sais que Xavier, lui, est assez sensible au pixel art, même si je ne pense pas que ce projet en particulier l'intéressera outre mesure. Voilà, allez découvrir un donjon, défourailler des monstres dans tous les sens, mettez des bâtons dans les roues de vos adversaires autour de la table, ou peut-être entraidez-vous, je ne sais pas, ça peut avoir un intérêt peut-être parfois, pour ce petit jeu italien qui ne paye pas de mine comme ça, qui n'est pas spécialement très cher, qui coûte 20 € pour les 150 premières personnes. C'est une sorte de early bird. Il vous en coûtera un petit peu plus cher une fois que les 150 premières personnes seront dépassées. Il vous en coûtera 25 €. Ça reste abordable malgré tout, plus tous les social goals et les monetary goals, donc en fait les stretch goals en gros, qui seront dépassés. Pour l'instant, ce n'est pas le cas évidemment, puisque le jeu n'est pas encore financé. 35 € pour avoir le jeu de base plus une extension que vous entreapercevez ici. Est-ce que ça rajoute de nouveaux monstres, de nouveaux héros? Pour l'instant, je ne saurais pas trop vous raconter, j'ai pas trop fouillé pour être honnête. Là aussi, c'est pour les 100 premières personnes. Ensuite, il faudra payer 40 € et après, ce sera pour avoir plusieurs copies du même jeu. Alors ensuite, passons pour les frais de port. Les frais de port pour l'Italie, on est sur du 12 € pour un kit, 12 € également pour 2 kits. Donc évidemment, je vous encouragerais, bon vous n'êtes pas en Italie, mais même en Europe, ça fait que 5 € d'écart, je vous encouragerais bien évidemment, si vous êtes intéressé par l'option de prendre 2 jeux, donc 2 kits, ça vous coûtera un petit peu moins cher en frais de port, vous permettra de finalement payer du coup 15,50 € par personne, plutôt que 26, quitte à en prendre 2 et à en revendre un, après sur le net, vous trouverez forcément quelqu'un preneur, j'imagine. J'imagine, ce n'est pas une garantie, bien évidemment. Mais voilà pour Tartarus, en gros, un petit jeu de... C'est pas un roguelike, c'est vraiment un dungeon crawler qui n'est pas en coopération. Vous pourrez vous gêner les uns les autres. Tout ça avec une direction artistique de pixel art. Il faut être amateur, c'est pas mon cas malheureusement, mais je sais que ça intéresse pas mal de monde malgré tout. 107 contributeurs, et juste par curiosité, combien en France? Déjà 8 malgré tout, même si c'est principalement en Italie visiblement. Voilà pour Tartarus Longoro Itinéré, 107 contributeurs à 10 jours de la fin, et on est déjà à 3500 €. Très léger détour du côté de chez Ulule, c'est la première fois que j'y passe cette année dans le menu crowdfunding avec Olympe. Je crois qu'il avait déjà commencé la semaine dernière, je suis peut-être un tout petit peu en retard pour Olympe, qui vous permet d'incarner les principaux dieux de la Grèce antique, bien évidemment, et de devenir en fait, le plus fort des dieux. En gros, vous devenez Zeus, j'imagine. C'est un jeu qui actuellement est à 61% de financement avec 45 contributions. Il reste environ 15 jours. Il a été lancé le 31 décembre, donc oui, je suis bien en retard, mais bon, c'est pas grave, vaut mieux le présenter avec du retard que jamais. Et donc, c'est un projet, disais-je, qui vous permet d'entrer dans l'Olympe et de plonger au cœur de la mythologie grecque, incarner un dieu de l'Olympe et tenter de détruire vos semblables, c'est très amical tout ça, à l'aide de points d'Olympe. Alors, petit reproche d'entrée de jeu, comme souvent c'est le cas sur Ulule, c'est très amateur, on n'a même pas les règles, ni vraiment le cours de la partie, comment ça se passe, comment on joue. On a un petit aperçu, c'est vrai, de la direction artistique, qui n'est pas vilaine. J'avoue que je suis plutôt satisfait par ce qu'il propose en termes de direction artistique. On a un petit aperçu des différents pouvoirs des dieux ici. Par exemple, Zeus, une fois dans la partie, vous pouvez piocher une carte dans la main de tous vos adversaires. Ou encore Hadès, une fois dans la partie, vous piochez 5 cartes dans la défausse. Donc effectivement, on a des petits aperçus de pouvoir par-ci par-là. Mais comment ça se joue, les gars? Où est la règle? Je ne vois pas de règles en PDF où que ce soit. Donc, malheureusement, ça ne donne pas spécialement envie de baquer, de partir dans l'inconnu complet. Ensuite, vous aurez des cartes avec comment dirais-je, des divinités secondaires, hein, avec ainsi Aphrodite par exemple, des créatures comme l'hydre de Lerme,
Persée le héros, des pouvoirs par-ci par-là avec l'art de la guerre par exemple, Perséphone, etc. Donc en termes de thématique, ça me parle pas mal. La direction artistique est plutôt jolie, mais encore une fois, souvent, comme souvent sur Ulule, un petit peu trop d'amateurisme. Comment ça se joue? Montrez-nous des vidéos, une review, un petit peu de gameplay. Mettez à défaut la règle sur la page de la campagne, parce que là, pour l'instant, on ne sait pas très bien vers quoi on s'oriente. Donc ça donne pas forcément très très envie. Ou alors, peut-être que c'est moi qui suis une grosse tanche et qui ne sais toujours pas me démerder sur Ulule pour trouver les informations que je recherche. Bref, pour les niveaux de pledge, je conseillerais plutôt le pledge de base à 35 € pour la boîte de jeu et puis apparemment une petite surprise offerte pour tout achat d'un pack. Donc voilà, 35 €. Après le reste, moi je fais partie de ces personnes qui apprécient assez peu qu'il y ait des goodies, donc tout ce qui est sac, t-shirt, hoodies pour un jeu, surtout en provenance d'un éditeur pour l'instant parfaitement inconnu, je vois pas très très bien l'intérêt. Bon, je sais que ça peut plaire à certaines personnes, d'ailleurs on voit déjà 2 contributeurs pour ce pledge, aucun ici certes, un ici. Bon, c'est quand même majoritairement des gens qui s'orientent vers la boîte, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont plutôt dans la même façon de penser que moi, ça me rassure du coup. Mais évidemment, si vous deviez en choisir un, à mon avis, ce serait plutôt le pack Spartiate pour 35 € avec seulement le jeu. Donc voilà pour Olympe, il reste 15 jours pour aller voir un petit peu de quoi il s'agit. J'imagine que la vidéo est un petit peu plus parlante que selon que l'on peut en voir ici, excusez-moi. Et puis, ma foi, à vous de vous prendre une petite décision, de réfléchir, de voir si ça peut correspondre à votre groupe de joueurs. Voilà pour Olympe, 15 jours avant la fin de la campagne. Pour l'instant, c'est financé à 61%. On continue rapidement avec Last Resort, un jeu pour 1 à 4 joueurs qui vous propose de développer un hôtel dans une station spatiale un petit peu défectueuse. On est actuellement à 217 contributeurs à 16 jours de la fin de la campagne et 9500 livres accumulés sur 15 000 nécessaires pour financer le projet. Ma foi, un thème assez peu usité. On voit souvent des jeux qui se passent dans l'espace, certes, mais pas beaucoup de jeux qui vous proposent de monter un hôtel dans une station spatiale complètement abandonnée, enfin qui a été revendue, disons. Vous allez construire ici votre hôtel, vous avez un plateau central pour tous les joueurs, il y aura un petit peu de draft de meeple, pas de draft de dés ou de cartes, mais de draft de meeple, que vous pourrez ensuite ajouter dans votre hôtel personnel, hôtel que vous serez amené à développer. Vous pourrez acheter, entre guillemets, débloquer certaines pièces que vous voyez ici autour du plateau central pour aller les ajouter dans votre plateau personnel. Et puis attention, parce que vous devrez drafter les meeples selon leur couleur, selon les couleurs de vos tuiles, ce qu'ils peuvent accueillir également. Et attention, puisque parfois vos salles seront défectueuses et les visiteurs seront expulsés dans l'espace. Et vous pouvez très forcément imaginer que ce n'est pas forcément très très bon pour votre réputation. Voilà, une thématique assez originale. Le gameplay, bon, ça a l'air assez accessible tout en étant relativement intéressant. Je me suis penché un petit peu sur le sujet, bon, ça a l'air quand même pas mal, avec du draft, de la pose de tuiles, de la construction, du développement de base, on pourrait dire, mais c'est un hôtel. Au final, rien de très révolutionnaire, mais ça a l'air assez fun. Donc voilà pour ce que je peux vous dire très très rapidement sur Last Resort. Pardon. Pour les pledges, rapidement, le pledge de base est à 25 livres, soit à 34 $. Donc vous tapez un peu entre les deux, 30 €, on va dire en gros, pour le pledge de base. Ensuite, vous avez un pledge à 39 livres, soit 52 $, donc environ, disons, 45 € pour le pledge VIP Ticket, qui en fait vous ajoute une petite extension intitulée Very Important Meeple, donc VIM plutôt que VIP, disons, avec donc une petite extension qui rajoute des meeples supplémentaires avec une petite finition un petit peu métallique, à en croire ce qui est écrit ici, mais également des meeples spécialistes qui n'existaient pas précédemment dans le jeu de base, de nouvelles tuiles de pièces à développer dans votre hôtel, de nouvelles cartes, etc. Et puis enfin, on a un pledge all-inclusive à 69 livres qui fait environ, disons, 82 € pour tout ce que vous avez vu précédemment, donc le jeu de base, son extension, mais également, je crois, donc ces poker chips, donc des chips de poker pour des chips, des petits jetons de poker pour remplacer la monnaie du jeu, en fait, simplement, donc upgrade de matériel. Un tapis qui n'est pas un tapis de dés, mais qui est un tapis central. J'imagine que ça remplace le plateau central, si je crois. Oui, c'est un peu le même design que le plateau central, donc je pense que c'est ça. Ensuite, des sleeves pour toutes les cartes du jeu. Et ensuite, un... comment on pourrait appeler ça? C'est pas une tour à dés, c'est une tour à meeple, en gros, votre vaisseau ici qui vient relâcher des meeples. Vous le voyez un petit peu ici. Vous tirez un truc, j'ai l'impression, et ça fait tomber des meeples.
Bon, c'est complètement inutile et donc parfaitement nécessaire, comme souvent. Non, c'est assez marrant, c'est gimmick, ça sert à rien, mais ça peut être marrant. Voilà, on passe sur le How to Play. J'ai rapidement expliqué de quoi il s'agissait en termes de mécanisme. Donc, on va aller voir directement le shipping que voici. Alors, vous êtes probablement, si vous nous regardez, dans la zone 3, avec ici la Belgique, avec la France, mais également le Japon. On est dans la même zone pour une fois. Et ça vous coûtera 14, bah tiens, on va passer en euros. Pour une fois, il y a les euros. 19 € pour le jeu de base, 20 € pour ajouter l'extension. Donc, clairement, si vous êtes intéressé par le jeu, prenez le pledge avec l'extension parce que ça rajoute que 1 € de frais de port. Je pense que ça vaut la différence. Ensuite, je crois que pour le Canada, c'est un petit peu différent potentiellement. Ah non, c'est la même zone, d'accord. Bon, écoutez, toute la francophonie est couverte, j'ai l'impression, par la zone 3, plus ou moins toute la francophonie, hein. Bien sûr, pas toutes les îles ne sont concernées par la zone 3, j'imagine, mais bon, vous aurez compris là où je veux en venir. Donc voilà pour ce qui est de Last Resort, qui a l'air d'être finalement relativement sympa. Pas suffisamment intéressé par la thématique, mais disons qu'il y a 2-3 ans, j'aurais potentiellement backé Last Resort. Là, ce ne sera pas le cas, mais ça reste un projet intéressant qui, pour l'instant, n'est pas encore financé. On est aux 2 tiers, en gros, du seuil de financement et il reste encore un peu plus de 2 semaines. Voilà pour Last Resort. On enchaîne sur Evil 101. Devenez le plus grand méchant de l'histoire pour 2 à 6 joueurs, 13 ans et plus, des parties de 30 minutes. C'est un petit jeu assez simple de Take That, entre autres. 43 contributeurs, vous le voyez, bon, 2000 € d'engagés sur 20 000 nécessaires, ça ne va pas financer. Autant être honnête d'entrée de jeu, là on va entrer dans le ventre mou de la campagne puisque la première semaine touche à sa fin. Certes, il reste 17 jours, mais on est à peine à 10%, c'est ça, ou à 10% de financement, ça va clairement pas financer, donc on va pas prendre trop de temps, mais en gros, c'est un jeu qui vous propose, en fait, pour 2 à 6 joueurs, de devenir le plus grand méchant de l'histoire, avec une DA pas fantastique. Bon, c'est lisible, certes, mais c'est pas très joli, c'est un mi-chemin entre le jeu d'ambiance, de Take That. Bon, il n'y a rien de très novateur, de très folichon. Bon, vous pourrez découvrir un petit peu ça par vous-même, mais je ne vais pas passer trop de temps, puisque de toute façon, ça va, j'imagine, en tout cas, très probablement pas financer. Juste par curiosité, hein, les pledges, on est avec un early bird de 15 €, limité à 20 contributeurs, donc ça c'est, je pense, déjà fini du coup, mais sinon c'est 18 € pour ce petit jeu, j'imagine de taille assez réduite. 32 si vous en prenez 2, 100, bon après ça devient des pledges plus mécènes que véritablement gameplay intéressant, etc. Par exemple, avoir son apparence sur une des cartes, enfin, créer une des cartes avec votre apparence, à partir d'une photo, j'imagine. Donc rien de très intéressant, au-delà de pouvoir faire un aspect un petit peu mécène, je participe un peu plus que les autres à la création du jeu, parce que je connais les gens, etc. Bref, trouver les raisons qui vous correspondent. Mais bon, rien de très intéressant. Et pour ce qui est des frais de port, voilà, ici pour l'Europe, alors Belgique, France, Luxembourg, c'est la zone 1, 13 €. Plus les 18 € du jeu de base, ça fait quand même 31 €, plus potentiellement la TVA, j'imagine. La TVA n'est pas incluse. Oui, dans le tableau qui est ici. Donc, vous devrez rajouter la TVA par-dessus. Donc, ce qui vous fera 31 plus, voilà, disons 5 €. Donc, ça ferait facilement du 35-40 € sur un jeu qui, bon, en plus, est le premier projet de Toons Foundry. Bon, ce n'est pas forcément un projet vers lequel moi, je m'orienterais, mais si vous êtes fan de thème de devenir un grand méchant, pourquoi pas. Il reste 17 jours pour éventuellement faire bouger un petit peu la campagne, mais pour l'instant, avec 43 contributeurs, ça sent un peu le sapin. On passe à Evolution New World, qui est un jeu que vous connaissez peut-être déjà, puisqu'en fait c'est une nouvelle mouture d'un jeu précédemment édité en 2010 et qui avait fait l'objet de plusieurs extensions au fur et à mesure des années. Evolution vous propose en fait comment dirais-je, de créer de nouvelles espèces animales, de les développer, de les faire évoluer comme le nom du jeu l'indique, ou à défaut de se faire bouffer par d'autres espèces pour qu'elles-mêmes puissent évoluer. Ce seront certainement les espèces d'autres joueurs autour de la table qui seront en train de vous faire un petit coup de pute, hein, très sincèrement, pour bouffer votre animal, pour pouvoir mieux se développer. Donc 995 contributeurs, déjà 1000 contributeurs en quelques jours, et il reste près de 3 semaines. Le seuil de financement est largement dépassé, on est à 47 000 d'ailleurs même dollars sur 15 000 nécessaires, et c'est un projet qui nous vient de Crowd Games, qui est quand même un habitué désormais de Kickstarter, qui fait généralement d'assez bons résultats, qui d'ailleurs augmente au fur et à mesure à chaque campagne. Récemment, on l'avait vu pour City of the Great Machine, qui avait d'abord été annulé, puis qui avait financé à 2300 contributeurs, mine de rien, donc un joli succès.
C'est également eux qui avaient fait Deep State, qui avait commencé avec 555 contributeurs, ce qui n'était pas énorme, mais qui a une belle fanbase derrière lui, malgré tout, hein. Puis Winter Queen 724, pardon. Ensuite City of the Great Machine 2300, et là, on est déjà à 1000 contributeurs sur Evolution après quelques jours uniquement, donc ça va certainement encore dépasser City of the Great Machine. Ce qui peut aussi s'expliquer par le fait que le jeu existe déjà à l'origine, mais qu'il a été revu, disons pas forcément augmenté, mais amélioré graphiquement parlant également. Donc en gros, on se base sur le concept de Darwin, de l'évolution darwinienne un petit peu. On va aller en fait faire du tableau building en fait, hein. Vous allez poser une carte, puis essayer de la faire évoluer au fur et à mesure du jeu, avec différentes actions possibles, y compris par exemple bouffer les cartes de votre adversaire s'ils ne sont pas protégés à l'heure actuelle. Vous aurez des cartes de lieux, disons, qui vont vous permettre aussi d'aller nourrir vos animaux, en fait, tout simplement. Et puis, ben, ils pourront aussi se nourrir d'autres animaux de vos voisins, par exemple. Et en fait, c'est tout cet aspect de tableau building qu'on va essayer de découvrir un petit peu plus bas. J'essaie de découvrir où se passe un petit peu le gameplay là-dedans. J'arrive pas à retrouver ce que je cherche. Alors, on va descendre directement comme ça ira plus vite. Alors voilà, ici, pour la phase de développement. Donc, créer un animal. Ensuite, ajouter un nouveau lieu qui vous permettre d'aller nourrir les animaux grâce aux cubes qui se trouvent sur les lieux. Vous allez les nourrir. Ensuite, vous allez essayer de leur trouver un abri pour pouvoir éviter qu'ils se fassent bouffer. Mais si ce n'est pas le cas, ils vont se faire bouffer par un prédateur. Ce qui fait que votre carte, enfin toutes les cartes de cette rangée, de cette colonne plutôt, vont disparaître, et l'animal qui a bouffé va devenir un peu plus fort, disons, pourra mieux résister à l'avenir. Et ensuite, il y aura une phase d'extinction où tous les animaux qui n'auront pas mangé, que ce soit via les lieux ou via le fait d'attaquer d'autres animaux, eh bien, vont disparaître, ils vont s'éteindre. Voilà, donc le jeu de base que l'on voit ici avec toutes les extensions qui ont pu apparaître par la suite et qui se retrouvent ici donc dans cette nouvelle édition d'un éditeur différent, ceci dit, qui est donc Evolution New World. Alors, on revient peut-être un petit peu plus haut parce que je crois qu'on avait les différents pledges. Je crois qu'on n'en a qu'un. Ah non, on en a plusieurs, excusez-moi. Donc, on a d'abord un pledge de base qui est ici pour le core game, donc le jeu de base à 35 $. Vous voyez un petit peu tout le contenu, donc 96 cartes d'évolution, des petits tokens, des petits marqueurs dans tous les sens, 20 cartes de territoire, de lieu, 6 cartes blanches. Alors ça, par contre, je ne sais pas très bien à quoi elles servent, 4 cartes d'aide de jeu, un petit meeple, un petit token de premier joueur, des tokens dans tous les sens pour la bouffe, en gros, le livre de règles, etc. Attention, le jeu viendra avec un petit insert plastique. Bon, ce n'est pas un insert game trays, hein, ce n'est pas non plus à ce niveau-là, mais c'est quand même un grand plus quand un jeu s'accompagne d'un petit tray d'office. Ensuite, pour 50 $, donc 15 $ de plus, vous aurez la version limitée pour 1 à 6 joueurs, avec un vrai mode solo, 30 minutes et plus, toujours, je ne l'avais pas mentionné tout à l'heure, avec donc 50 cartes supplémentaires d'évolution par rapport à celles précédemment présentées, plus 2 nouvelles cartes de territoire, de lieu, et ensuite 2 plateaux pour le mode solo. Le mode solo n'est pas présent dans l'édition de base, je vais aller quand même vérifier, mais il me semble que dans le jeu de base, c'est 2 à 4, c'est ça. Ensuite, l'édition limitée vous permet de jouer seul, mais également jusqu'à 6, contrairement à 4 pour le jeu de base. Donc, un peu plus de, comment dirais-je, de potentiel pour jouer en grand groupe, mais également en solo. Il faudra nécessairement passer par l'édition, disons, limitée pour ce faire. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout. Après, le reste, vous avez le pledge à 95 $ qui vous permet d'avoir 2 copies du jeu plus l'extension Butterfly, donc l'extension qu'on vient de voir ici, en fait, pour les versions limitées. Et puis après, donc 50, 35, et vous avez un pledge à 15 qui vous permet d'entrer dans la partie. C'est un magasin. Ça vous permet de faire une sorte de petit pledge d'entrée avant d'en acheter 15 000 pour votre magasin par la suite dans le pledge manager. On va passer ensuite aux frais de port rapidement. Voilà les frais de port pour encore une fois ce jeu de tableau building, de développement de moteur. Pour l'Union européenne, on est sur du 12 à 16, 15, 18, 21, 24, selon le pledge que vous choisissez. Là encore, si vous pouvez trouver des amis autour de vous pour pledger ensemble, c'est forcément plus rentable en termes de frais de port, puisque 21, 24 pour 2 copies, ça ne fait pas forcément une énorme différence, mais quand même, ça se ressentira un petit peu au niveau des frais de port. Et pour la TVA, elle sera imposée dans le Pledge Manager, comme c'est souvent le cas depuis quelques mois. Donc voilà pour Evolution, un jeu qui a déjà fait ses preuves, qui est plutôt apprécié. Allez voir la page BGG pour en avoir un peu plus de détails si vous êtes anglophone.
Et attention d'ailleurs, le jeu n'est pas, pour l'instant en tout cas, proposé en version francophone, malheureusement, même si c'est souvent le cas du côté, de Crowd Games. Donc peut-être que d'ici quelques jours, on aura une version française, mais je ne crois pas avoir vu, le traducteur de City of the Great Machine et de Deep State, très actif sur le forum de Crowd, donc peut-être qu'il ne s'occupe pas de Evolution cette fois-ci en tout cas. Mais je pense que, vu la popularité du projet, on devrait à terme le trouver en français, peut-être pas pendant la campagne, mais à l'avenir en tout cas. Donc attendez encore un petit peu pour voir si vous n'êtes pas anglophone, peut-être que ça viendra dans les jours à venir. Donc voilà pour Evolution New World, 20 jours avant la fin de la campagne, près de 1000 contributeurs déjà et 47 000 $ d'accumulés. Suivant, Dinosaur Exhibit, une exposition sur les ossements de dinosaures. 128 contributeurs, on a financé avec 4 500 $ sur 2 500 nécessaires à 24 jours de la fin de la campagne pour ce jeu qui vient des États-Unis. C'est un jeu de roll and write, mais également de pose de tuiles. Chaque joueur va partir avec un plateau, comme vous voyez ici, avec différents outils d'archéologue qu'il va pouvoir noircir en fonction des résultats de jet de dés. Et à partir des espaces noircis, il pourra apposer différentes tuiles qui correspondent à autant d'ossements de dinosaures. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, 6 ans et plus, donc relativement familial, très accessible, pour des parties de 15 à 25 minutes, donc encore une fois, très accessible. On peut jouer avec des enfants, même s'ils ont une capacité d'attention assez limitée dans le temps. 15-25 minutes, ça permet de faire quand même 1 ou 2 parties rapidement avec vos enfants. Je pense que c'est un jeu assez facile à sortir, qui plus est assez accessible, comme vous pouvez le voir, hein, 22 €. Bon, généralement, les roll and write ne coûtent pas très cher, il faut bien avouer. Donc 22 $ pour le pledge de base, avec, vous le voyez ici, 21 tuiles. Ensuite, des pads, donc une sorte de bloc-notes avec un tas de feuillets pour les joueurs, avec, je crois, à chaque fois les mêmes feuilles. Hein, je crois qu'il n'y a pas d'asymétrie sur le bloc-notes. Un petit token de vainqueur, je ne vois pas très bien l'intérêt. Le vainqueur, une fois qu'il est désigné, pas besoin de lui donner un token. Des tokens de piliers, bon, je n'ai pas fouillé à quoi ils servaient. Des petits crayons de papier, des crayons de papier ou crayons de bois, selon la région dans laquelle vous habitez. Des dés customisés et le livret de règles. Ensuite, sachez que bon, pour 5 jeux achetés, il y en a un qui va être donné à l'association Crayons to Classrooms. Bon, ça ne vous concerne pas forcément si vous êtes ailleurs qu'aux États-Unis, mais bon, c'est quand même un fun à savoir. Voilà, le how to play, j'ai déjà expliqué, hein, du roll and write, on noircit les cases en fonction des dés qu'on aura chopés et des petits tokens de piliers qui nous permettront d'en noircir un peu plus. Et ensuite, on va aller poser des ossements. Et à la fin de la partie, celui qui aura le mieux rempli son musée d'ossements de dinosaures l'emportera. Voilà, assez facile à suivre. Et je crois qu'en plus, on n'a qu'un seul niveau de pledge. Donc ça, c'est plutôt sympatoche. Ça permet d'aller assez rapidement. Oui, voilà, 5 $ pour le pledge manager par la suite. 22 $ ou 40 pour en recevoir 2, mais en gros, c'est un pledge pour le jeu de base, pas d'extension, rien du tout. Ou alors, vous pouvez en prendre 2 pour avoir une petite ristourne, puisqu'au lieu de 44 $, si vous en prenez 2 à l'unité, ça vous fait 40 $, une petite soustraction des familles. Mais bon, malheureusement, les frais de port, comme vous le voyez, ne sont pas affichés. Alors, on peut aller rapidement voir ici, 20 $ pour le Japon. J'ai l'impression que c'est la même chose pour à peu près tous les pays. La France, c'est 20 $. La Belgique, c'est 20 $. Bon, après, est-ce qu'il faut faire confiance à cette barre de défilement qu'on trouve ici? Pas persuadé. Généralement, c'est pas pour rien qu'ils mettent un tableau récapitulatif ici. Donc bon, à voir si ça se confirme par la suite. En tout cas, il y a, semble-t-il, la possibilité d'être livré dans le monde entier. Donc, en tout cas, si vous êtes vraiment intéressé, ça peut être potentiellement intéressant pour vous. Voilà pour Dinosaur Exhibit, un petit roll and write pose de tuiles à 1 à 6 joueurs. 128 contributeurs déjà, le projet est financé. Il reste 3 semaines pour vous faire un avis. On enchaîne rapidement sur Bonk, qui va encore une fois vraisemblablement pas financer. Un petit jeu pour 10 ans et plus, 2 à 7 joueurs, qui a attiré pour l'instant 56 contributeurs et donc à peu près 2000 livres sur 17 500 nécessaires à 25 jours de la fin de la campagne. C'est un petit jeu de Take That, d'ambiance, un petit peu façon Battle Royale. Rien de très nouveau sous le soleil. Vous avez 5 points de vie au début de la partie. Vous allez jouer des cartes avec une certaine valeur cachée. Si quelqu'un met une carte de la même valeur, vous perdez un point de vie. Et ensuite, il y a différentes cartes de pouvoir un petit peu particuliers pour faire perdre des points de vie d'une manière ou d'une autre, ou pour vous protéger d'un dégât prochain, par exemple. Rien de très nouveau, c'est très néon, donc c'est vrai qu'en termes de visuel, c'est pas vilain. Si vous aimez les jeux de Take That, c'est un petit peu d'ambiance comme ça qui se joue en 10 minutes, un quart d'heure.
mais rien de très folichon non plus pour Bonk. Qui plus est, ça ne va pas financer a priori, donc j'aurais tendance à pas trop vous orienter vers le jeu. C'est pour la raison pour laquelle je ne prends pas trop de temps non plus. Bonk coûtera 20 livres, donc disons 27 € environ, plus le shipping, on va le voir par la suite, pour 60 cartes, pardon, 35 petits tokens de points de vie, 4 boucliers de bulletproof, donc anti-balles, disons, comment dit-on déjà bulletproof, enfin bref, gilet pare-balles, disons, plus le livret de règles, bon, rien de très particulier, 2 jeux pour 35, ce qui vous fait une petite ristourne, si vous êtes intéressé éventuellement pour offrir à quelqu'un ou parce que vous avez des potes autour de vous qui seraient intéressés également. Et pour les frais de port, on va aller voir directement. Les frais de port, où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont ici. Alors, les frais de port, pour le Canada, c'est du 10 $ ou 9 livres, ou 13 $ si vous prenez, je pense, 2 jeux, j'imagine. Si vous êtes en France ou en Belgique, alors c'est zone 1, je pense. Belgique, France, voilà. Donc, on va se contenter de ça. 11 $ ou 14 $ selon si vous prenez le tier 1 ou le tier 2. Est-ce que ça correspond à 2 copies, le tier 2? J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Bon, il n'y a pas de nom spécifique, mais je pense que ça correspond à 1 copie ou 2 copies du jeu. Donc voilà, un jeu relativement abordable à 20 livres, plus quand même 12 livres environ, plus la TVA, j'imagine, par derrière. Donc ça peut facilement revenir finalement à 40 $. Bon, c'est pas spécialement hyper cher, mais c'est pas non plus cadeau, quoi. Voilà pour Bonk, de toute façon, ça ne devrait pas financer, puisqu'on va rentrer un petit peu dans le dur de la campagne maintenant, et qu'on est à peine à 12-13% de financement, donc ça ne va pas aller très loin, je pense, pour Bonk. On enchaîne sur un petit projet assez intéressant, intitulé Anvil Escape, Pop-up Escape Room, qui vous rappellera en fait un petit peu tout ce qui est Unlock ou Exit, mais avec une différence notable, puisqu'il s'agit de petits jeux qui vont se trouver, comme le nom l'indique, dans une enveloppe. C'est un jeu d'enveloppe, d'escape room dans une enveloppe. Vous ouvrez l'enveloppe et en fait, c'est du pop-up en fait. Donc, pour ceux qui ne sont pas très familiers, vous allez ouvrir ce petit paravent et le matériel va se déplier. Donc, vous avez déjà certainement vu des cartes d'anniversaire, de fêtes, etc. De ce genre-là. En fait, vous allez déplier ce qui se trouve dans l'enveloppe et ça va vous faire en fait une pièce, un bâtiment. Et dans ce bâtiment, il y aura des tas de petites énigmes à résoudre, un peu façon escape room, un petit peu façon unlock, un petit peu façon exit par exemple, pour tous ces jeux qui malheureusement n'ont qu'une seule utilisation, une seule utilité, puisque une fois que vous avez fini le jeu, bon, éventuellement vous pouvez le revendre ou le filer en cadeau à quelqu'un, mais il y aura un petit peu potentiellement, pas forcément de destruction de matériel, mais d'altération de matériel qui pourra rendre la deuxième partie beaucoup plus simple également. Donc sachez-le, c'est un jeu à utilisation unique probablement. C'est le premier projet de Paradox Games, qui voudrait apparemment se spécialiser un petit peu dans ce genre de jeu-là. Hein. Ils ont déjà 3 chapitres préparés. Ici, le premier, on en verra d'autres par la suite. Vous avez donc le Series 1 avec Evermore Mansion, qui est donc ce sort de manoir ici, rempli de mystères à découvrir. Le numéro 2 qui sera Creature in the Woods, pardon, donc la créature dans la forêt, dans les bois. Donc vous devrez vous échapper et entrer dans une cabane abandonnée avant que le monstre qui vous course ne vous rejoigne et ne vous martyrise, disons. Et puis ensuite, je crois qu'il y aura d'autres chapitres qui viendront s'ajouter en plus par la suite. Pourquoi pledger maintenant? Bonne question, parce que ça vous permettra d'avoir une petite ristourne de 25% par rapport au prix une fois le jeu en magasin, si tant est que vous puissiez le trouver en magasin, ce qui n'est pas garanti de l'autre côté de l'Atlantique. C'est un jeu quand même qui nous vient du Canada, donc c'est pas sûr que ça franchisse la frontière pour nous parvenir en France. Ceci dit, comme ça nous vient du Canada, on peut légitimement espérer un jour une version française, mais rien de garanti là-dessus. Tous les Canadiens ne sont pas francophones, ça se saurait. Voilà, c'est à peu près tout. Malfoy, ils mettent assez peu de détails concernant le gameplay, ce qui est assez logique, puisque c'est un escape room, on ne va pas non plus vous montrer la solution. Sachez quand même qu'il y aura apparemment 3 missions prévues pour cette première campagne, qui sera peut-être suivie d'autres campagnes par la suite. Pour les frais de port, 3 $ si vous êtes au Canada, donc c'est vraiment pour vous la meilleure option, puisque pour ceux d'entre vous qui êtes éventuellement en Europe, ou pour nous d'ailleurs qui sommes au Japon, ce sera 11 $ de frais de port pour 3 aventures. Sachez en plus que chaque aventure s'accompagne, en plus de ce que vous avez vu, donc du matériel dépliant ici, vous aurez, je ne sais plus où ça se trouve, mais ici ce petit blueprint, ce petit plan du bâtiment dans lequel vous vous trouvez, qui vous permettra de résoudre certaines énigmes, ce sera nécessaire bien évidemment.
Et je crois qu'il y aura aussi une application qui vous permettra de donner des indices un petit peu à la façon de Unlock lorsque vous êtes bloqué. Donc, un jeu, ça vous coûtera 27 $. Ça, il faut savoir, c'est quand même un jeu relativement cher malgré tout. 27 $ pour un chapitre. Donc attention, en termes de matériel, c'est quand même un truc qui se tient dans une enveloppe. Ce qui coûte cher, j'imagine, c'est la conception de ce pop-up, de ce papier qui vient dévoiler le matériel en relief. J'imagine que ce qui coûte cher, c'est la conception plutôt que le matériel. Mais du coup, 27 $ pour un jeu à usage unique, en papier, dans une enveloppe, on pourrait espérer que ça coûte quand même beaucoup moins cher matériellement parlant, mais ça coûte finalement assez cher. Et ça, c'est uniquement pour le manoir de Evermore. Si vous voulez les 3 chapitres de Evermore, de la série du manoir d'Evermore, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, ça coûtera 72 $. Donc là, ça commence à faire quand même très très cher. Et ensuite, si vous voulez le 3 Game Plus pour 135 $, c'est un petit peu plus cher, malgré la réduction de 25%, vous aurez donc les 3 chapitres, plus la deuxième série donc, de la créature dans les bois, et donc des différents chapitres qui la composent, plus apparemment des stickers exclusifs pour le manoir d'Evermore. Est-ce que c'est pour permettre de rejouer? Je ne suis pas persuadé, on verra. Et puis sinon, le pledge 200 $ pour faire un petit peu de mécénat, disons, qui vous permettra, en plus de ce qu'on a vu précédemment, d'ajouter votre personnage dans le jeu. Voilà. Pas une grande utilité en termes de gameplay, mais c'est sympa. Et pourquoi je parlais tout à l'heure de matériel destructible, pas destructible, mais en tout cas, quel mot j'avais trouvé tout à l'heure? Je l'ai perdu entre-temps. Altérable, on va dire, parce que vous le voyez, en fait, vous allez peut-être être amené à soulever un tapis, ce qui laissera par exemple une pliure, et pour les prochains joueurs, ce sera un indice assez évident. Donc voilà, sachez-le, c'est quand même un jeu plus ou moins à usage unique, même si vous pouvez potentiellement derrière le partager, l'offrir, etc. Donc voilà pour Anvil Escape, projet super intéressant sur le papier, même si c'est en papier, mais pas de jeu de mots, mais très très cher mine de rien. Ce qui peut expliquer, je pense, en partie le nombre de contributeurs assez faible, même si 300, enfin 250, 70 pour un primo-porteur, c'est pas ridicule du tout. Mais je pense qu'en termes de concept, il y a vraiment une idée intéressante qui aurait pu faire un gros succès, mais le prix est quand même assez élevé malgré tout. Mais bon, c'est financé avec 32 000 $ canadiens sur 8 000 nécessaires. Il reste presque un mois, donc ça devrait augmenter assez rapidement, je pense, dans les semaines à venir. On va certainement dépasser les 1000 contributeurs d'ici la fin de la campagne, mais je pense qu'avec une offre un petit peu revue à la baisse en termes de prix, ça aurait quand même fait beaucoup mieux, parce qu'il y a un concept. On enchaîne rapidement sur Dynamine, un petit jeu pour 2 à 4 joueurs dont les règles sont disponibles en français, pour 7 ans et plus, donc jeu très familial, des parties relativement courtes qui plus est, pour 60 contributeurs par contre, ça sent encore un petit peu le sapin. On est actuellement à 3500, 3600 $ canadiens, c'est encore un projet canadien, sur 21 000 nécessaires, donc en gros on est à 15% de financement. Ça va être très compliqué, ça sent l'annulation, donc on ne va pas passer trop de temps. C'est un jeu de, comment dirais-je, de pose de tuiles. Vous allez construire votre mine, vous partez de votre château de nains, et en fait, vous allez fouiller en dessous de votre château pour aller trouver un maximum de trésors. Ça peut être différents artefacts, comme ça peut être également des ossements de dragons, etc. Il y a différentes sortes de pièces qui s'offrent à vous. Vous voyez également dans le coin supérieur ici des dés, puisqu'il y aura des jets de dés qui viendront influencer les tuiles que vous pourrez aller choper, mais également poser, où, quand, comment, etc. Et donc aller chercher ensuite tout un tas de trésors, de missions également. Il y aura des missions à accomplir et également des petits jetons, des petits tokens pour marquer les différents étages qui viendront composer votre souterrain. Il y a aussi un petit insert en plastique qui a l'air de faire le job malgré tout, avec l'espace pour les petits tokens, pour les cartes, etc. Donc ça a l'air d'être une relativement belle offre pour ce petit jeu donc, de placement de tuiles et de jet de dés avec des bonus de fin de partie, qui plus est en langue française. Moi, je pense qu'en termes de jeu familial, ça a l'air d'être relativement sympa. Je me vois très bien jouer à ça avec mon neveu ou un jour avec mon enfant, si j'en ai. Donc, franchement, je ne comprends pas très bien pourquoi il est aussi peu sous les feux des projecteurs, avec aussi peu de contributeurs. D'autant plus que le jeu n'est pas spécialement hyper cher, c'est pas non plus donné, mais 38 $, bon, ça reste assez raisonnable pour le jeu de base. Ensuite, on pourra débloquer potentiellement un mode expert. Bon, expert, ça reste un jeu très très familial, mais j'imagine avec un petit peu plus de complexité, avec un dé transparent potentiellement, ça dépendra des stretch goals.
Ensuite, pour 53 $, on aura le pledge supplémentaire avec Dragon Skull Hunter, qui donc propose le jeu de base, ainsi que du contenu exclusif à Kickstarter, à savoir une nouvelle tuile en 2 exemplaires, ainsi que 4 grandes tuiles avec des grandes pièces qui pourront s'ajouter à votre souterrain. Ensuite, pour 68 $, on a le Mind Builder Master qui vient s'accompagner en plus du jeu de base et des composants qu'on a vus supplémentaires tout à l'heure. Cette fois-ci, 6 nouvelles cartes de mission, 6 nouveaux items, 4 nouveaux tokens bleus, 5 gemmes et puis des tokens en plastique plutôt qu'en carton. Et puis ensuite, je crois qu'on a un dernier pledge, voilà le Dwarves Clan, c'est pour les retailers, donc pour les gérants de magasins. Donc en général, ça ne devrait pas vous concerner. Voilà, une offre assez intéressante. On voit ici les grandes pièces que j'ai mentionnées tout à l'heure, hein. Ici, la fonderie, on voit des chambres, des halls au trésor, par exemple, des cartes de mission. Donc, il faudra essayer de réaliser différents embranchements avec différentes formes, par exemple, pour gagner un peu plus de points, des artefacts qui vous permettent d'avoir des bonus, etc., etc. Les petits jetons pardon, en plastique améliorés, donc la petite upgrade matériel qui va bien. Bref, je pense que le jeu a tout pour faire une campagne assez satisfaisante, mais on n'en entend pas parler et il passe inaperçu pour l'instant. Malgré tout, on peut espérer que ça finance, mais c'est vrai que les stretch goals, eux aussi, sont quand même assez élevés. Vous voyez, le premier stretch goal arrive à 18 000 $, on en est déjà très loin. Et ensuite, le mode expert à 25 000 et le mode solo lui arrive bien plus tard à 65 000 $. Il y avait assez peu de chances pour que ça arrive rapidement. Donc bon, peut-être qu'il y a un petit truc à revoir là-dessus. Je pense que ça ne va pas financer, qu'on les reverra prochainement. Je pense que c'est un jeu qui peut faire quelque chose. Vous pouvez déjà le tester sur Tabletopia si vous êtes intéressé par ce petit jeu familial. Ça pourra vous donner une première impression. Pour ce qui est des frais de port, les voici. Pour la zone Europe 2, pour la France et pour la Belgique, on est sur du 20 $. Pour le Canada, même chose, 20 $. Et nous, au Japon, ce serait 24 $. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu cher les frais de port, mais nous, au moins, on n'a pas la TVA. TVA qui, j'imagine, devrait être ajoutée par la suite dans le Pledge Manager, même si là, pour l'instant, je ne vois pas de référence sur la TVA. On va peut-être faire une petite recherche rapidement. Avec la VAT, non, elle n'est pas mentionnée nulle part sur la page apparemment. Donc, il faudra chercher un petit peu plus en avant. Mais pour l'instant, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la TVA. Ma foi, si, bah, si c'est écrit ici, en fait, tout bêtement. VAT is not included, donc la TVA n'est pas incluse pour l'instant. Il faudra l'ajouter, j'imagine, du coup, dans le Pledge Manager. Donc voilà pour ce qui est de Dynamine, qui ne devrait vraisemblablement pas financer, même si je pense que l'offre est intéressante. Peut-être un tout petit poil cher, mais malgré tout intéressante. Continuons maintenant sur un petit détour via la page de Hand to Hand Wombat, qui devrait potentiellement faire partie des gros projets de la semaine parce que ce sont les auteurs de Exploding Kittens, qui est un projet, enfin un jeu qui n'est plus à présenter pour plusieurs raisons d'ailleurs. Et en fait, je le laisse dans les mentions honorables de la semaine parce que tout simplement, ils n'ont pas besoin de pubs supplémentaires. Ils sont déjà très très connus. D'ailleurs, ils sont à 8 356 contributeurs d'ores et déjà, avec près de 500 000 $ d'accumulés. Donc, ils sont largement financés. Ils n'ont vraiment pas besoin de moi. Et en plus de ça, ce n'est pas du tout un jeu pour notre groupe de joueurs ici. Donc, je ne vais pas me faire une présentation en longueur. Il reste en plus de ça un mois environ pour vous intéresser au projet. Hand-to-Hand Wombat, un peu comme Exploding Kittens et les autres jeux du genre de cet éditeur, comme Throw Burrito, je crois. On est sur un jeu d'ambiance, très clairement, avec un rôle caché. Vous allez choper une carte en début de partie. Vous serez soit un good wombat, un gentil wombat, ou un méchant wombat. Les gentils wombats vont essayer de construire des petites pyramides avec les pièces qui se trouvent ici, accumulées, comme vous le voyez un petit peu ici, sur une petite tour. Et le méchant wombat, lui, va essayer de détruire les tours. Voilà, ça se limite à peu près à ça. Moi, personnellement, j'y vois pas d'intérêt. Je ne suis pas du tout friand de ce genre de jeu-là. Même les jeux d'ambiance, à la limite, pourquoi pas, mais jeux d'ambiance plus, comment dirais-je, identité secrète, c'est deux trucs qui sont pas très très populaires par chez nous, donc non. Voilà. C'est un jeu qui peut se jouer de 3 à 6 joueurs pour des parties de 15 minutes, 7 ans et plus, donc encore une fois très familial, comme toujours de la part de Exploding Kittens. On est sur un jeu qui coûte 22 $ dans sa version de base. De toute façon, si vous voulez uniquement la version de base,
attendez la sortie magasin puisque ça arrivera, hein. Exploding Kittens a fait un tel boom, Throw Burrito a eu sa version française également, donc il n'y a pas de problème là-dessus, vous le trouverez en français. Donc si vous voulez uniquement la version retail, ne la prenez pas sur Kickstarter, ça sert à rien, mais bon, si vous voulez vraiment, c'est 22 $. Pour 40 $, vous avez la version Golden Wombat qui s'accompagnera d'une petite sacoche à l'effigie du jeu, aucun intérêt, plus les stretch goals. 85 $ pour avoir la même chose, plus un porte-clés, aucun intérêt, plus un petit livre d'aventure pour les Wombats. Ça peut être marrant si vous êtes fan de l'univers, éventuellement, pourquoi pas. Mais rien de très très intéressant malgré tout. Et donc pour les frais de port, rapidement, on va aller voir ici, voilà, shipping, vous êtes en Europe, donc zone 2. Zone 2, ce sera donc 8 $ pour la version de base, 10 pour la version Golden Wombat. Bon, encore une fois, j'aurais plutôt tendance à vous encourager d'attendre la sortie en boutique plutôt. Et par curiosité, chez nous, Rest of the World, on est sur du 12,25, 50, 52. Bon, c'est pas beaucoup plus cher. Donc voilà pour Hand-to-Hand Wombat. Bon, rien de très particulier à dire pour ce petit jeu d'ambiance qui va de toute façon faire un gros succès, comme c'est déjà le cas avec plus de 8000 contributeurs. On enchaîne sur Steampunk Wasteland Chronicles, déjà financé malgré le très très faible nombre de contributeurs. Là, on est sur un gros jeu de niche. Je ne sais pas moi-même comment j'ai débusqué ce truc. 37 contributeurs, avec actuellement 13 000 $ d'accumulés sur 10 000 nécessaires. C'est financé. 37 personnes qui ont réussi à accumuler 13 682 $. Ça semble un peu suspect tout ça. Bon, il reste un peu moins d'un mois pour se pencher sur le sujet, ce que je ferai plus tard. C'est un jeu qui vous propose une expérience assez particulière de post-apocalyptique, avec du contrôle de territoire, de la gestion de ressources et du set collection. C'est pour 2 à 5 joueurs, des parties de 1 à 2 heures, pour 12 ans et plus. Un jeu assez stratégique avec assez peu de chance dans le jeu. Ça a l'air d'être carrément surproduit également. Vous le voyez, le matériel est assez fou. On a des belles miniatures, on a des ressources plastifiées avec des chariots. C'est très très joli tout ça. Enfin, c'est très bien réalisé en tout cas. Très joli, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est très bien réalisé. J'ai l'impression que c'est un jeu très très surproduit. Et pourtant, ça passe complètement inaperçu. Et ils auraient encaissé donc 13 000 $ avec quoi, 50 contributeurs. Ça me semble quand même un peu étrange tout ça. Donc on verra bien ce que ça donne au fur et à mesure des semaines, mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est financé. Donc est-ce qu'ils vont annuler parce qu'ils ont quand même très, très, très peu de contributeurs? Et je ne vois pas comment ils arriveront à financer enfin, aussi peu de... Remarque, si, ils ont atteint leur seuil de financement, hein, pourquoi pas, mais je ne vois pas comment ils vont rentrer dans leurs frais avec un jeu aussi surproduit. Attention d'ailleurs, parce que le jeu est très, très, très cher, hein. On va aller le voir directement sans passer trop de temps sur le jeu à lui-même, parce que c'est visiblement un jeu vraiment de niche. Après, si vous me demandez de passer un petit peu plus de temps dessus, je le ferai dans le suivi du menu crowdfunding, pas de problème, mais pour l'instant, je n'ai pas envie de m'appesantir trop sur un jeu qui a l'air quand même assez suspect. Bref, on verra bien de quoi il retourne, mais allons voir rapidement. En tout cas, la page est quand même assez précise, hein. Vous le voyez, quand même pas mal d'illustrations. En fait, normalement, ce sont des gifs, mais depuis quelques semaines, vous aurez remarqué que chez moi, les gifs sur Kickstarter ne s'enclenchent plus, alors qu'ils le faisaient avant, donc je ne sais pas très bien pourquoi. Mais en tout cas, tout est assez détaillé. On a l'air d'être face à un jeu qui est déjà presque fini, en gros, hein. Donc, d'un autre côté, enfin, d'un côté, ça me donne confiance en le projet, et d'un autre, je me dis quand même c'est très très bizarre, très suspect de voir le projet financé avec si peu de contributeurs, avec autant de thunes. Donc, allez savoir. Ceci dit, le jeu coûte très cher. Version standard, 140 $. Bon, déjà, ça pique un petit peu. Pour un premier porteur, hein, qui plus est, hein, ça vient de Levarza Studio, donc c'est le premier projet. Donc, Standard Edition, 140 $. Donc, ça coûte déjà très très cher, avec certes 50 miniatures quand même, pour 5 clans qui possèdent 10 figurines chacun. Ensuite, le plateau central, un set de différents dés. Ouais, il y a des ressources dans tous les sens, c'est vrai qu'elles sont plutôt classe aussi, mais quand même, c'est très cher. Ensuite, on a une version améliorée pour 210 $, qui vient s'accompagner de dés un petit peu améliorés, mais sinon, ce sont les mêmes figurines. J'imagine qu'il y a quelques petits ajouts par-ci, par-là, que je n'ai pas vu par rapport à la première, mais bon, je ne vais pas me pencher trop sur le sujet, c'est vraiment très, très, très cher. Et on a une version deluxe, parce que jusque-là, ce n'était pas deluxe encore, qui coûte 350 $ et qui vient s'accompagner de dés encore un petit peu améliorés, de petits, apparemment un petit chapeau en 3D, des miniatures encore plus belles, j'imagine. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas cherché plus que ça. Apparemment, il y a une collection de 5 figurines
des leaders de différents clans qui sont d'une hauteur de 10 cm par figurine. Donc effectivement, ça coûte cher à produire. Mais bon, de là à aller taper les 350 $, ça me paraît quand même très, très, très cher. Bon, après, il y a des add-ons supplémentaires pour les figurines en question, pour les dés éventuellement aussi, pour le chapeau steampunk, etc. Mais enfin, ça coûte quand même très, très, très cher, hein. Là, par exemple, le Steampunk Hat Stylish Dice Holder, c'est un truc qui vient juste tenir les dés. C'est pour les dés, peut-être pour lancer les dés. Ça coûte 300 $. Pourquoi? Enfin, juste pourquoi, en fait. Je ne comprends pas grand-chose à cette campagne. C'est pour ça que je ne me suis pas trop penché sur le gameplay, parce que franchement, pour l'instant, je ne comprends pas, en fait. Là, par exemple, aussi, si vous prenez juste en add-on les 5 figurines des leaders de clan, alors certes, elles sont très belles, elles font 10 cm de haut, mais 1000 $, alors qu'apparemment, elles se trouvent dans ce pledge-là, hein, c'est les figurines de collection Legendary Clans Leaders, 10 cm, et ça coûte 350. Donc là, enfin, je ne comprends pas cette campagne. Je ne me suis certainement pas penché suffisamment sur le sujet, peut-être, tout simplement, mais malgré tout, non, je ne comprends pas. Donc voilà, on va en rester là pour Steampunk Wasteland Chronicles. On va quand même faire un petit tour du côté des frais de port pour voir, pour se faire mal aux yeux un petit peu. Alors, la TVA elle est mentionnée ici, mais est-ce qu'elle est ajoutée déjà? La TVA sera dans le Pledge Manager, donc elle n'est pas incluse pour l'instant. Et pour les frais de port, au Canada, 25, 30, 30, 40, 45, 60 selon la version que vous choisissez. En Europe, 30, 35, 35, 45, 53, 65. Ajoutez à cela la TVA et le prix du jeu de base qui est déjà pété. Ça fait un jeu extrêmement cher, ce qui vient faire comprendre assez facilement aussi la présence assez menue de contributeurs, avec 37 contributeurs pour l'instant, mais le projet est largement financé quand même. Donc voilà, c'est assez surprenant cette campagne. Vous me direz ce que vous en pensez de Steampunk Wasteland Chronicles. Moi, je suis un petit peu sur le cul. Et c'est à peu près tout pour les mentions honorables de la semaine. On termine sur une mention honorable assez particulière, il faut bien l'avouer. Il nous reste donc 4 jeux pour les gros projets de la semaine, 2 que vous aurez choisis, à savoir Captain's Log et Seas of Havoc. Et j'en ai ajouté 2 par moi-même, qui sont donc Chang'an et Trekking Through History. Allons les découvrir sans plus tarder. Allez, on se lance dans la deuxième partie, à savoir donc les gros projets, ou en tout cas ceux qui m'intéressent le plus cette semaine. Ils sont au nombre de 4, comme je vous le disais tout à l'heure. Le premier étant Chang'an. Et ma foi, ce serait pas loin d'être mon petit coup de cœur de la semaine. J'hésite, est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets pas? C'est quand même la première fois depuis bien longtemps. Si je le mets en tout cas. Non, on va pas le mettre. On va pas le mettre parce que bon, ça reste quand même un micro coup de cœur parce que je l'attendais pas, mais pas suffisamment peut-être pour baquer ou comment dirais-je. Il y a quelque chose qui me satisfait pas totalement à propos de ce jeu-là, mais il m'intéresse beaucoup et c'est, on va dire, un semi-coup de cœur cette semaine. Alors Chang'an, c'est un jeu de construction de moteurs et de construction de tableaux également. Vous le voyez ici, vous avez un petit plateau individuel sur lequel vous allez, eh bien, dans les différentes colonnes, accumuler différentes cartes de différents types pour autant d'effets différents également. Et à la fin, celui qui aura posé, si je me souviens bien, 12 cartes dans son secteur, le premier, déclenchera la fin de partie. Alors, donc c'est un tableau building dans le sens où vous allez poser plusieurs cartes sur différents emplacements, mais également un moteur, une construction de moteur, puisque vous le voyez ici, les emplacements en bas de la carte vous procurent des ressources tour après tour selon les actions que vous allez choisir. Et du coup, il y a aussi cet aspect de construction de moteur. C'est un jeu qui a plutôt connu un bon accueil, puisqu'on est déjà à 570 contributeurs environ à un peu plus de 2 semaines de la fin de la campagne. Et on a déjà accumulé 25 000 € sur 15 000 nécessaires, donc le jeu est déjà largement financé. Alors, même si le jeu s'appelle Chang'an, et donc avec une connotation chinoise, qu'il s'agit d'une ville chinoise, eh bien le jeu n'est pas du tout chinois. Vous le voyez déjà ici avec le nom des auteurs, hein. On a Nestor Mangone, Sergio Chavez et Carlo Camarotto, je crois. Donc c'est un projet italien, vous le voyez d'ailleurs ici, qui nous vient de Dear Games, même si le nom de la boîte ne fait pas penser à de l'italien. Ils avaient déjà un projet à leur actif, à savoir Momiji. Ah, c'est eux qui avaient fait Momiji, d'accord. Ok. Momiji qui avait une très belle direction artistique également, qui était aussi d'ailleurs sur une thématique, comment dirais-je, asiatique, j'allais dire japonisante, mais ce n'est pas le cas de Chang'an, puisque cette fois-ci on est dans la Chine. Momiji avait connu un plutôt beau succès avec 2333 contributeurs, ce qui est quand même un très joli succès pour un éditeur dont c'était le premier jeu.
Là, ils nous reviennent donc avec Chang'an, qui va peut-être pas connaître exactement le même succès avec 2300 contributeurs. On n'est pas parti sur les mêmes bases. Ça pourrait atteindre, je pense, les 1500, 1800 contributeurs peut-être, mais 2300, je ne les vois pas battre leur propre record. Peut-être que la thématique chinoise est un petit peu moins attrayante que la thématique japonaise pour beaucoup de gens aussi. Alors, Chang'an, c'est un jeu de 45 minutes pour 2 à 4 joueurs pour 14 ans et plus. Vous le voyez ici, chacun des joueurs aura son plateau individuel, comme je le mentionnais tout à l'heure. Il faudra remplir les conditions que vous voyez en bas ici pour poser la première carte, puis la deuxième, puis la troisième, et ainsi de suite pour les 4 rangées que vous voyez ici. Ensuite, passons un petit peu plus, voilà, vous avez un petit aperçu de la présence sur la table, avec donc les différentes ressources, les différentes monnaies, les pièces du jeu, qui vous permettront d'aller payer pour ajouter une nouvelle carte dans telle ou telle rangée, etc. Il y a un petit twist au-delà de l'aspect tableau building, c'est que en début de tour, vous allez apposer une carte en haut de votre plateau et non directement sur le plateau lui-même pour appliquer un effet, changer des cartes de rangée, etc. Et ensuite, seulement vous pourrez les ajouter, si vous pouvez payer, dans une des colonnes que vous voyez sur votre plateau. Et en fait, en fonction de l'endroit où vous allez poser les pièces, vous allez activer les ressources de la colonne en bas, par exemple. Donc, il y a quand même un petit twist supplémentaire qui n'est pas seulement du tableau building, et qui est bien imbriqué avec justement le mécanisme de production, comment dire, de création de moteurs, si je puis dire. Alors, descendons un petit peu. Vous le voyez ici, le petit drapeau français. Nous aurons donc une version française digitale. Attention, le matériel sera uniquement en anglais, mais vous pourrez télécharger un PDF de la règle en français, ce qui est toujours un gros plus. Vous le voyez également ici, le prix est relativement abordable. On est sur un jeu qui coûte 30 €. C'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est un semi-coup de cœur pour moi, c'est que contrairement à beaucoup d'autres jeux récemment, c'est-à-dire depuis le début d'année, on a quand même beaucoup de jeux qui coûtent très très cher, même ceux qui ne possèdent pas un matériel extraordinaire. Là, ce n'est pas le cas pour Chang'an qui propose une édition de base à 30 €, donc plutôt accessible, dans lesquelles vous trouverez 16 cartes commerce, 16 cartes de politique, 16 cartes de production, 16 cartes militaires, 16 cartes de sciences, donc 16 de chaque type, il y en a 5. Ensuite, vous avez les ressources. Alors bon, les pièces dans la version de base sont en carton, donc ouais, c'est pas de la qualité extraordinaire, mais ça fait le job, soyons quand même honnêtes. Ensuite, on aura différentes ressources, les plateaux individuels, et aussi une extension gratis. Bon, c'est une extension qui aurait très bien pu être dans le jeu de base, à vrai dire, hein, mais bon, ça fait quand même, ça donne cette impression d'aller ajouter un petit truc en plus, un petit peu cadeau aux backers, d'autant qu'en plus, ici, c'est une exclusivité Kickstarter. Cette extension s'intitule The Silk Road, à savoir donc le chemin de la soie, et donc ça va vous ajouter 16 cartes supplémentaires d'un type différent, avec donc certainement des effets différents, des ressources un petit peu, enfin, c'est les mêmes ressources, mais ça vient ajouter quelques petites spécificités, et ça ajoute une nouvelle ressource, qui est donc ici la soie, donc 12 jetons de bois supplémentaires pour la soie. Ensuite, vous avez un all-in pour 48 €, donc un tout petit peu plus cher, mais ça reste abordable, pour tout ce qu'on a vu précédemment, mais les pièces deviennent des pièces de métal. Alors là, c'est peut-être uniquement des renders, un aperçu de ce que ça pourrait être, de ce à quoi ça pourrait ressembler. Ouais, elles ne sont pas extraordinaires pour l'instant de ce qu'on voit. Mais bon, ça pourrait être sujet à changement après tout. Et puis on a également, une pièce de métal représentant la cité de Chang'an, qui est peut-être, j'imagine, peut-être le jeton de premier joueur peut-être? Allez savoir. Et ajouter à cela aussi une nouvelle extension, l'extension de la religion avec une nouvelle couleur, avec 18 nouvelles cartes et non 16 comme précédemment vu, plus 4 plateaux, j'imagine que ce sont des plateaux individuels avec une sorte de course vers les points du sommet, j'imagine. Donc peut-être un mécanisme un tout petit peu différent ajouté par-dessus, ainsi que 4 meeples de moines avec le screen print, donc plutôt pas mal en termes de matériel. Ensuite, le how to play, bon, on passe rapidement parce que j'ai déjà raconté un petit peu de quoi il s'agit en début de vidéo. Vous avez une première phase de recherche dans laquelle vous allez prendre une carte, que ce soit la première carte de la pile, donc invisible, ou une des 3 cartes que vous voyez ici. Ensuite, vous allez l'ajouter en haut du plateau individuel, hein, l'un des 4 emplacements de votre choix, et vous entrez dans la deuxième phase, à savoir donc, jouer une carte. Quand je dis jouer une carte, d'ailleurs, c'est un petit peu erroné, puisque vous pouvez jouer de 1 à 3 cartes directement de votre main sur l'une des 4 portes. Les emplacements qui sont au sommet de votre plateau individuel s'appellent des portes.
Et ensuite, vous pouvez aussi choisir une autre action, donc jouer des cartes ou réarranger vos cartes. Donc vous pouvez déplacer un nombre de votre choix de cartes de l'une des portes à une autre. Donc ça fait partie de la deuxième action de production. Une fois que vous aurez choisi une de ces deux actions, vous pourrez également récolter les ressources qui se trouvent en bas de chacune des cartes que vous aurez précédemment posées sur votre tableau, en fait, hein, en fonction de la rangée, de la colonne plutôt, pardon, de la colonne que vous aurez choisie pour cette action de produire. Ensuite, vous aurez l'action de build, donc de construction, dans lequel vous pourrez, enfin grâce à laquelle vous pourrez construire les cartes qui sont donc au sommet de votre plateau et les intégrer dans votre ville de Chang'an en payant les ressources nécessaires. Là, par exemple, il a actuellement 2 grains de maïs et 2 bois, donc il pourrait payer une carte et l'ajouter à cet emplacement ici, mais il n'a pas de carte susceptible de pouvoir être ajoutée, puisque je crois qu'il faut que ce soit dans la colonne supérieure, si j'ai bien compris. Mais bon, à vérifier, ça j'ai pas encore vraiment regardé en détail. Et le jeu se terminera donc lorsque un joueur aura 9 cartes, je disais 12 tout à l'heure, mais non, c'est pas 12, c'est 9 cartes, ou plus, ça peut aller jusqu'à 12 donc, construites dans son plateau individuel. Et le joueur ayant le plus de points de victoire à la fin sera considéré comme étant le meilleur urbaniste de la ville de Chang'an, enfin dans plusieurs villes de Chang'an parallèles, dans des univers parallèles, et remportera donc la partie. Donc il n'est pas dit que si vous avez 10 cartes, vous l'emporteriez nécessairement contre quelqu'un qui n'en a mis que 8 par exemple, ça dépend des cartes que vous aurez réussi à placer et des combos que vous aurez réussi à faire, parce qu'il y a bien entendu tout un tas de combos imaginables en fonction des cartes que vous allez jouer, de leur emplacement et ainsi de suite, comme souvent d'ailleurs pour les constructions de moteurs. Vous avez ici donc plusieurs aperçus avec des reviews, mais vous pouvez en noter une en français de la part de Ludovox, qui nous a fait une vidéo, comme à leur accoutumée, relativement courte, sur 6 minutes, 6 minutes 45 pour présenter le jeu. Donc je vous encourage bien évidemment à aller y jeter un œil pour en apprendre un petit peu plus sur Chang'an. Ensuite, Kickstarter, bon, ça en passe. Vous avez aussi l'opportunité de prendre des add-ons si vous voulez prendre l'édition de base, mais seulement les pièces de métal, ça vous coûtera 6 € par exemple. Mais très honnêtement, les add-ons, si vous en voulez un, je pense qu'il vaut mieux à la limite, c'est plus rapide de prendre l'édition Deluxe. En plus, vous avez l'édition, enfin l'extension de religion en plus par-dessus. Donc ça me semble, comme souvent avec les add-ons, bien plus rentable de prendre un pledge de niveau un petit peu supplémentaire plutôt que de prendre les add-ons individuellement. Mais bon, c'est quand même possible. Les stretch goals, on passera plutôt dessus lors de la présentation du jeu dans le suivi du menu crowdfunding le mercredi. Ensuite, passons au shipping. Pour ce qui est du Canada, c'est 15 €. Pour ce qui est de la France, c'est 12 €. Donc vous voyez qu'encore une fois, on est sur des frais de port comme le prix, en fait, relativement abordable. Donc il faut croire que quand même certains éditeurs réussissent à proposer, à faire des offres en termes de frais de port à peu près convenables, malgré le changement récent depuis les 6 derniers mois, dans lesquels on voit vraiment des frais de port qui s'envolent, surtout depuis le début de l'année d'ailleurs. Et là, donc, 12 € pour la France, 13 pour la Belgique, Luxembourg, on est à 15 par exemple, mais ça reste de l'ordre de l'acceptable, 15 pour la Suisse aussi, par exemple. Nous, pour le Japon, on est quand même à 16, bon, c'est quasiment la même chose, donc ça reste tout à fait acceptable. Donc je réfléchis encore un petit peu à l'éventualité de backer Chang'an, parce que c'est abordable. J'aime beaucoup les mécanismes en général de construction de moteur, et puis ce petit twist de coupler un petit peu la production de moteur avec la construction de tableaux me semble assez intéressant. Et en plus de ça, notez ici en rouge que la TVA est incluse dans les frais de port. Donc c'est encore un critère supplémentaire à prendre en compte pour dire qu'en fait, simplement, les frais de port sont vraiment pas très onéreux, dans le sens où ils incluent la TVA. Donc vraiment une offre vraiment intéressante de la part de Dear Games avec Chang'an, ce nouveau jeu qui en plus a l'air très très sympa. Donc voilà, ça coche toutes les cases pour moi, si ce n'est peut-être la thématique qui m'intéresse un petit peu moins. Bon là, j'ai pas d'intérêt particulier pour la civilisation chinoise de l'époque de la ville de Chang'an. J'ai rien contre non plus, mais c'est pas quelque chose qui m'attire outre mesure. Même si c'est proche du Japon, c'en est suffisamment éloigné pour que je ne m'intéresse pas particulièrement quand même. Mais quand même, je vais garder un œil attentif dessus parce que le jeu me tente pas mal. Donc voilà pour Chang'an, 570 contributeurs, il reste un peu plus de 2 semaines pour se pencher sur le sujet, et le jeu est de toute façon largement financé. Je rappelle qu'il est disponible en français aussi. On continue avec certainement l'un des jeux les plus populaires de la semaine, surtout pour les francophones, puisque le jeu aura sa version francophone bientôt. Donc, je vous conseille de pas le baquer, parce que sa version francophone, comme c'est souvent le cas avec les jeux de Rock Manor Games, ce sera édité, je crois, donc par Boom Boom Games, certainement, parce que c'est généralement eux qui s'occupent des VF
de Rockman Games. Et donc, je vous conseille de ne pas y aller puisque Boom Boom Games fera sa campagne francophone d'ici 2-3 semaines, je crois. Donc, il y a un petit délai entre la campagne principale et la campagne de la VF. Donc, si vous voulez la campagne en VF, attendez encore un petit peu, elle apparaîtra prochainement. Si vous pouvez vous contenter de la version anglaise ou si vous considérez que c'est mieux, parce que comme nous, par exemple, vous habitez à l'étranger et que vous avez plus de chances de le sortir en anglais qu'en français, eh bien, vous pouvez y aller désormais. C'est un jeu, comme vous pouvez le voir ici, de combat naval avec des éléments de deck building et également de placement d'ouvriers. Pas mal de choses qui m'intéressent là-dedans. Et en plus de ça, c'est un jeu qui possède un mode solo. Vous pouvez le jouer de 1 à 5 joueurs. Déjà un joli succès avec 1721 contributeurs. Il faut bien dire que Rockmanor Games fait généralement de beaux succès sur Kickstarter. On peut aller d'ailleurs voir quelques-uns des exemples qu'ils ont proposés jusqu'à maintenant. Vous connaissez certainement l'éditeur, notamment pour Maximum Apocalypse et les différentes campagnes couronnées de succès jusqu'à maintenant, mais également Set a Watch qui avait fait des très jolis succès, 6000 contributeurs environ pour la première édition. On avait aussi une extension par la suite qui était donc ici pour Swords of the Coin, qui avait ajouté 4000 contributeurs aussi. On avait aussi Lawyer Up ou Objection en français qu'on a ici et qu'on a sorti qu'une fois jusqu'à maintenant. Là, c'est un petit peu long, il faudrait vraiment qu'on le ressorte. Xavier, si tu nous regardes, enfin si tu me regardes, il faudrait qu'on sorte Lawyer Up encore une fois quand même, parce qu'une partie, même, on avait bien apprécié d'ailleurs, c'était juste le côté un petit peu roleplay qui nous semblait vraiment essentiel. Il fallait vraiment se prendre au jeu, faire comme si on était des avocats réellement, plutôt que de se contenter des seuls mécanismes de jeu, de gameplay véritable, pour vraiment, je pense, profiter du jeu. Mais on avait bien apprécié notre première expérience, mine de rien. Donc il faudra qu'on ressorte Lawyer Up. Ils étaient revenus aussi récemment avec une nouvelle extension pour Maximum Apocalypse, qui avait fait un joli succès également. Et donc, ils nous reviennent aujourd'hui pour Seas of Havoc, qui, vous le voyez de toute façon, se place un peu dans une thématique pirate et flibustier en tout genre. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, je le disais tout à l'heure, de toute façon, 60 minutes la partie, donc relativement court, pour 13 ans et plus. Alors, vous le voyez ici, le plateau principal avec la mer, bon, c'est un carré. Bon. J'avoue que le plateau principal, je ne suis pas conquis. Alors, vous le voyez, il y a aussi des bateaux sur les mers extérieures, la mer ne s'arrête pas ici simplement, mais c'est là que vont se dérouler les actions de combat naval, alors que la map autour est aussi composée de différentes îles, de différents emplacements, un petit peu façon donc poste d'ouvriers. Ici, par exemple, vous voyez le port de commerce, le trading post. On verra peut-être un peu plus de détails sur la carte par la suite. Alors, vous voyez un petit peu la présence sur table. Vous voyez aussi, d'ailleurs, sur les côtés, les plateaux individuels avec la barre, la roue qui sert à comment dirais-je, diriger son bateau, tout simplement. Vous voyez également les différentes cartes que l'on peut acquérir au cours de la partie, parce qu'il y a vraiment un aspect de deck building. Et ensuite, on entre directement dans les niveaux de pledge. Il y en a 2 pour l'instant, à savoir le Quartermaster, qui est en fait une édition retail, donc l'édition de base qu'on trouvera en magasin par la suite, pour 65 $ et qui contient donc le jeu de base, bien évidemment, ainsi qu'une extension gratuite intitulée Sea Monster, qui sera peut-être ensuite payante en magasin. Pour 89 $, donc 24 $ supplémentaires, vous avez l'édition Captain, qui est une exclusivité Kickstarter, en fait une édition Deluxe, donc la même chose que le pledge précédent. Ce à quoi vous ajoutez également cette extension ici, Buried Treasure, donc le trésor enfoui, j'imagine, ou enterré, ça dépend, peut-être sous la mer ou sous le sable dans une île, allez savoir. Qui vient ajouter 2 nouveaux captains, 2 nouveaux navires en bois, des tokens en bois de navire, 2 tokens d'infamie, on va savoir ce que ça veut dire, 2 nouveaux plateaux pour des joueurs, et puis également 6 skiffs. Alors là, par contre, je ne connais pas le mot en anglais, donc je ne vais pas chercher à traduire à l'arrache. Ensuite, on aura aussi des pièces qui seront en métal et non plus en bois ou en carton, comme c'est le cas dans l'édition standard. L'extension Sea Monster est offerte pour tous les backers, que ce soit pour l'édition standard ou l'édition Deluxe. Et qui ajoute théoriquement 20 $ de valeur. Bon, j'y crois rarement, mais bon, pourquoi pas. On a donc différents commentaires comme d'habitude. J'aime bien en général ceux de Jeremy Howard, avec dont les goûts s'alignent plus ou moins avec les miens en général, qui apparemment a beaucoup apprécié son expérience, qu'il a pu l'essayer 2 fois consécutivement lors d'une convention et qu'il était vraiment ravi de son expérience. Donc voilà, plutôt positif. Alors vous avez ici un aperçu du plateau central avec, donc disais-je, la zone de combat naval, mais également les différents emplacements
de pose d'ouvriers. En fait, ce sont des poses de bateaux plutôt que d'ouvriers véritablement, mais c'est le mécanisme de la pose d'ouvrier. Vous posez un endroit, vous récoltez ce qui est indiqué. Donc, par exemple, ici, le trading post, le port de commerce, le workshop, donc c'est un atelier, la banque, la capitale, sailmaker, donc les fabricants de navires, on va dire, le blacksmith, donc comment ça s'appelle déjà, les blacksmiths? Oh, j'ai perdu le français encore une fois. Des forgerons, pardon. Et puis également le shipyard, qui est encore de la construction de bateaux, en gros. Ensuite, vous avez 6 capitaines uniques avec, vous le voyez en bas, on a des pouvoirs spéciaux pour chacun des personnages, donc pour chacun des capitaines, ce qui en fait un jeu légèrement asymétrique de ce point de vue-là. On a aussi 12 cartes de capitaine, enfin d'habilités, de compétences particulières de capitaine, qui là, je pense, ne seront pas attribuées à un capitaine en particulier, mais peut-être vous aurez peut-être un choix à faire, genre, comme il y a 6 capitaines, 12 cartes, j'imagine qu'on vous donnera 2 cartes en début de partie, vous choisirez la compétence que vous voudrez appliquer à votre capitaine durant cette partie, ce qui ajoute encore une petite asymétrie supplémentaire, mais qui, elle, va varier d'une partie à l'autre. Donc ça va être assez intéressant pour la rejouabilité notamment. Ensuite, vous avez des upgrades pour les bateaux, des améliorations de navires. Les navires en question, donc en bois, bien évidemment, vous voyez que chaque navire est légèrement différent en termes d'apparence. Ensuite, les plateaux individuels avec double épaisseur, donc ce qui vous permettra de loger les ressources. Ensuite, on a des petits meeples de navires un peu plus petits. Ensuite, on a les cartes de départ de votre deck building, donc 6 chacun, j'ai l'impression. Ensuite, tout un tas de cartes de marché qui, là, ce sont des cartes que vous pourrez acquérir pour enrichir votre deck, tout simplement. Alors là, c'est vrai que les cartes de deck building ne sont pas fantastiques visuellement. C'est généralement, j'ai l'impression, plutôt pour aller affecter les déplacements de votre navire. On aurait pu espérer quand même une direction artistique un peu plus soignée, d'autant plus que le reste des cartes est plutôt très joli, dans la lignée un petit peu de ce que propose en général l'éditeur. Donc là, de ce point de vue-là, bon, c'est pratique, c'est vrai, ça fait le job, mais c'est pas fantastique à regarder. Ensuite, on a Ah, c'est ça, les fameux trackers d'Infamy, les tokens qui correspondent à la monnaie, qui seront donc en métal dans la version Deluxe. Ensuite, on a des petites tuiles qui sont apposées, je pense, directement sur le plateau central pour faire des obstacles lors des combats navals. Euh, des canons, les boulets de canon, pardon, qui sont ici représentés par des petits disques noirs. Et puis des tokens de navires coulés, quoi, en gros, hein. Ensuite, Buried Treasure, donc, qui est une extension pour le Deluxe qui vient ajouter les pièces de métal, 2 navires supplémentaires, donc avec 2 plateaux double épaisseur supplémentaires, 2 nouveaux bateaux, l'équivalent de tout ce qu'il faut pour 2 joueurs supplémentaires en fait, de nouvelles upgrades pour les bateaux et d'autres choses à venir, peut-être dans les stretch goals notamment. Ensuite, est-ce qu'on a autre chose à voir pour l'instant? Les stretch goals, on les verra plus tard. Il y aura apparemment des events, donc des petits événements durant la campagne, peut-être dans lesquels on pourra révéler de nouveaux trésors, et aussi des petits streams, donc de parties en live, notamment les 6, 13 ou 3 février. Donc le 3 est déjà passé, mais vous aurez l'occasion de voir le jeu tourner sur des vidéos en live, en stream, mais pour ça, il ne faudra pas être trop récalcitrant à l'anglais, bien entendu. Le how to play, bon, j'ai déjà expliqué un petit peu de quoi il s'agit, mais en gros, vous avez le setup, vous allez choisir votre capitaine, votre navire pour créer un deck unique. Ensuite, vous avez une phase de island, une phase de île, où vous allez donc aller apposer un de vos mini-bateaux en façon ouvrier pour en récolter les ressources qui correspondent. Une seconde phase d'île dans laquelle vous allez envoyer des skiffs. Alors là, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, je n'ai pas cherché, pour aller réserver des cartes et augmenter votre deck. Donc c'est la partie de deck building. Vous aurez ensuite une 4e phase de mer, de haute mer, dans laquelle vous allez déplacer et manœuvrer vos bateaux. J'imagine que c'est la partie centrale en mer profonde que l'on voit ici. Ensuite, une phase supplémentaire, toujours de mer, dans laquelle vous allez vous confronter aux autres joueurs autour de la table. Et puis, en dernière étape, peut-être une victoire. Celui qui remporte le plus de points de victoire à la fin, qui remporte le plus d'infamie, pardon. Donc, il faut être infâme, d'accord. Bon, c'est des pirates après tout, hein, c'est logique. Remportera donc sa partie de Seas of Havoc. Vous pourrez aussi mettre la main sur le livret de règles ou, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, attendre la VF lors de sa campagne dédiée. Vous pouvez également jouer sur Tabletopia ou sur Tabletop Simulator, les deux, pour tester le jeu, mais attention, c'est, j'imagine, uniquement en anglais. On passe maintenant aux frais de port. Alors, la TVA, je crois que c'était mentionné ici, seront calculés, la TVA sera calculée dans le Pledge Manager, et le shipping, on est ici donc pour la zone 2, j'imagine, où c'est France, Belgique,
Luxembourg, donc en gros, le Canada aussi d'ailleurs, quasiment toute la francophonie dans la zone 2, donc 16 ou 19 selon si vous prenez l'édition de base ou Deluxe. C'est vrai que pour la différence, si vous êtes tenté par la Deluxe, ne vous privez pas, ça fait que 3 $ supplémentaires. Bon après, encore une fois, j'attendrai plutôt, si j'étais vous, en France, la VF, plutôt que de prendre la version anglaise, sauf si vraiment vous êtes à l'aise avec l'anglais. Pour nous, au Japon, on est en zone 3. Zone 3, ce serait 22-25. Bon, c'est un petit peu cher, mais ça reste à peu près acceptable, d'autant plus que nous, on n'a pas de TVA pour l'instant sur les jeux Kickstarter. Donc finalement, ça revient plus ou moins au même. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Seas of Havoc, un jeu qui a l'air relativement intéressant, même si je suis un tout petit peu déçu par le plateau central, pas par sa petite taille, ça me correspond, pas de problème, je n'ai pas de problème avec ça, mais visuellement, le plateau central et les cartes de deck building sont pas extraordinaires visuellement parlant. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un prototype? Je pense que c'est quand même suffisamment avancé pour dire que ce sera plus ou moins le look que ça aura au final, mais bon, on verra bien. En tout cas, un jeu qui a l'air encore intéressant, comme souvent chez Rock Manor Games, mais attendez peut-être la VF si vous êtes vraiment un petit peu allergique à l'anglais, la VF arrive très bientôt. Donc voilà pour Seas of Havoc, 1720 contributeurs, on a déjà 127 000 $ d'accumulés à près de 3 semaines de la fin de la campagne. On enchaîne sur le deuxième jeu que j'ai ajouté par moi-même dans les gros projets de la semaine, qui n'était pas vraiment cité par vous-même, en fait, les votants du sondage, puisque je crois qu'il y avait 2 voix, il me semble. Il s'agit de Trekking Through History, qui est un nouvel épisode de la série Trekking Through de Underdog Games, qui avait produit déjà des jeux avant d'arriver sur Kickstarter. Ils avaient fait Trekking the World, ils ont aussi fait Trekking the National Parks, je crois, et puis un troisième que j'ai oublié, mais bref, ils avaient déjà 3 jeux dans cette série, si je me souviens bien. D'ailleurs, Tracking the World avait fait quand même 6500 contributeurs pour un premier projet sur Kickstarter, c'était assez énorme. Il faut dire qu'il avait été accompagné aussi par une direction artistique vraiment très très soignée. Bon, très très belles illustrations en règle générale, avec une carte assez agréable, enfin, sobre mais qui fait le job, mais des très très belles illustrations en règle générale. Et c'est le cas encore une fois d'ailleurs pour Tracking Through History. Vous le voyez d'ailleurs avec la boîte, c'est assez joli. Cette fois-ci, on vous offre encore une fois du voyage, mais pas du voyage spatial, mais du voyage temporel, puisqu'on vous permet ici de les revivre différents événements, différentes époques, dans différentes civilisations à travers l'histoire de l'humanité. Et visiblement, ça a déjà séduit pas mal de gens. On est à 2365 contributeurs et 127 500 $ d'accumulés. Il reste plus de 3 semaines pour se pencher sur le sujet. Alors, vous le voyez, d'entrée de jeu, le jeu vous coûtera 50 $ pour le jeu, plus son mode solo, plus une extension gratis. Le tout ayant une valeur théorique de 65 $. Sachant que si vous êtes sur le continent américain, non, si vous êtes sur les États-Unis, pardon, pas sur le continent américain, mais sur les États-Unis uniquement, le shipping sera gratuit, mais bon, j'imagine que ça concerne très peu de spectateurs de la chaîne. Aussi, la TVA est déjà ajoutée au prix, donc vous n'aurez pas à ajouter la TVA lors des frais de port, comme c'est souvent le cas récemment, et ça aussi, c'est un gros plus. Du coup, le jeu est assez abordable là encore. On n'est pas sur un jeu très très cher. Il faudra voir après ce que coûtent les frais de port, mais pour l'instant, ça reste abordable. Alors, Tracking Through History, voilà à quoi ça ressemble sur la table. Vous le voyez, le matos est quand même charmant. On a encore un très bon travail d'édition de la part de Underdog Games, avec des composants assez chiadés, avec apparemment un petit réceptacle pour les ressources pré-conçues, pré-installées dans la boîte, donc ça c'est plutôt cool aussi. La piste de score qui est un petit peu petite, certes, mais qui est lisible et qui est assez jolie, qui fait d'ailleurs très voyage temporel. Enfin, je dis peut-être un peu n'importe quoi, mais c'est l'impression que ça me donne à moi. Et c'est assez classe en termes de matériel. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, vous le voyez ici, pour 10 ans et plus, donc relativement accessible, relativement familial, pour des parties de 30 à 60 minutes, ce qui veut dire que c'est également un jeu très facile à sortir. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de jouer à un des jeux de la série Tracking Through, donc je ne pourrais pas vous dire grand-chose là-dessus, mais il semblerait, d'après ce que j'ai pu en lire ou en entendre dire, que le jeu partage pas mal de mécanismes, bien entendu, avec ses prédécesseurs, mais en ajoutant quelques petits, comment dirais-je, quelques petits twists complémentaires qui viennent ajouter en richesse, en profondeur de gameplay. Les différents commentateurs que j'ai pu voir s'accordaient pour dire que c'était peut-être le meilleur jeu jusqu'à présent de la série, ce qui est assez logique. C'est aussi une phase de promotion actuellement du jeu. Est-ce que comment dirais-je, les vidéastes, les créateurs de contenu, comme on dit en anglais,
sont payés pour les vidéos, etc. Est-ce qu'ils n'y perdent pas un petit peu d'objectivité? C'est possible, peut-être, je ne sais pas. Allez savoir. Mais en tout cas, beaucoup s'accordent à dire que c'est peut-être le meilleur épisode de la série. Alors donc, regardez un petit peu de quoi il s'agit. Vous avez ici différentes illustrations. C'est toujours assez chiadé. On aime ou on n'aime pas le style d'illustration. Je ne suis pas un grand fan, mais je sais que c'est un style relativement apprécié par beaucoup de monde. Bon, peut-être que c'est un petit côté un petit peu rétro qui marche bien pour le jeu également. Alors, allons un petit peu plus bas. Donc, oui, c'est Jeanne d'Arc d'ailleurs. On voit que ça traverse un petit peu toutes les époques et toutes les civilisations. Là, j'imagine que c'est Lewis and Clark aux États-Unis, peut-être, j'imagine en tout cas. Un des premiers jeux de société égyptien, peut-être. Si je me souviens bien, ça c'est. Comment s'appelle-t-elle déjà? J'ai perdu le nom. C'est pas Jane Goodall, c'est quoi déjà? Si, il me semble que c'est Jane Goodall. Enfin, Goodall en français, mais Jane Goodall, je crois que c'est ça, mais allez savoir. Ensuite, qu'y a-t-il dans la boîte? Bon, passons directement là-dessus. Et un gros truc que vous voyez d'entrée de jeu, eh bien oui, le plateau est un plateau en néoprène. Et ça, c'est quand même un gros plus d'entrée de jeu. D'entrée de gamme, on vous fournit un playmat qui remplace donc le plateau principal. Et ça, c'est quand même un gros plus. Ça ajoute pas mal de valeur. Sachez quand même qu'un tapis de néoprène, bon, ça dépend de la taille, bien évidemment, et de la qualité, mais un tapis de néoprène de taille normale, ça coûte généralement entre 15 et 25-30 euros. Donc ça ajoute quand même pas mal de valeur. Ensuite, on aura 108 cartes d'histoire avec la date, le lieu, la civilisation, ce qui s'y est passé, etc. Et 12 cartes d'ancêtres. Alors là, par contre, je ne sais pas trop bien à quoi ça correspond. Ensuite, on a tout un tas de marqueurs et de tokens en 3D qui sont plutôt de bonne facture également, avec également les montres individuelles que vous pourrez avoir, donc une pour chaque joueur, qui vont être réparties sur cette horloge principale, à partir de laquelle j'imagine qu'on va voyager dans le temps en choisissant telle ou telle porte du temps, parce que si vous avez vu sur le plateau principal, c'était pas sur le plateau principal? Ah non, c'est dans la vidéo, excusez-moi. C'est dans la vidéo, on voit qu'il y a différentes portes vers différentes époques, différentes civilisations. C'est juste pour la vidéo de pub. D'ailleurs, allez voir la vidéo, elle est plutôt assez parlante, plutôt joliment réalisée. Ensuite, on a des cristaux de temps, donc 16. On a aussi des tanks, c'est des réservoirs à cristaux. Ensuite, on a 24 cartes d'itinéraire qui, j'imagine, je ne vais pas plonger suffisamment profondément dans le jeu pour vous le dire avec précision, je crois que ce sont des missions secrètes ou pas pour chaque joueur, il me semble, pour aller choper des points supplémentaires. 4 cartes d'aide de jeu, et puis le livret de règles, bien évidemment. Ensuite, passons pour aller découvrir un petit peu plus de quoi il s'agit. Voilà, vous avez le Learn to Play ici avec des vidéos de gameplay par Underdog Games eux-mêmes. Donc allez voir la vidéo pour en apprendre un petit peu plus. Ça fait 2 minutes, c'est vraiment assez rapide, c'est vraiment une présentation très simplifiée du jeu. Ensuite, donc, on vous montre un petit peu comment mettre en route le jeu. Vous allez ensuite choisir une carte, collecter les tokens d'expérience en fonction des cartes que vous aurez recueillies. Là, par exemple, vous avez vu ces petits logos-là ici qui vont correspondre à autant de tokens qu'il va aller prendre. J'imagine que ce sont des GIFs qui ne s'activent pas comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Sur Kickstarter, récemment, les GIFs ne s'affichent pas chez moi, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on va aller utiliser ou non les pouvoirs des cristaux du temps pour voir si on peut affecter, enfin, comment dirais-je, affecter certains cristaux à notre horloge qu'on a vu tout à l'heure sur le plateau central, qui nous permettra de voyager plus ou moins loin dans le passé. On voit également ici qu'il y a donc les fameuses cartes d'ancêtres, avec ici un point d'interrogation en lieu et place des dates qu'on voit habituellement sur les cartes, ici par exemple. Donc, à quoi correspondent ces cartes d'ancêtres? À quoi elles serviront-elles, me direz-vous? Eh bien, elles serviront apparemment à vous aider à pouvoir continuer votre voyage dans le temps et pourront vous garantir également pas mal de points en fin de partie. Donc, ce seront apparemment des cartes assez essentielles pour le bon déroulement de votre voyage à travers le temps. Des exclusivités Kickstarter également, puisqu'il y aura 2 exclusivités Kickstarter grâce à la campagne, à savoir une petite extension intitulée Time Warp, donc voyage dans le temps encore une fois, et puis également le solo mode, le mode solo, qui est une exclusivité Kickstarter qui est là, c'est quand même assez dommage. Ça veut dire que tous ceux qui découvriront le jeu un petit peu trop tard, en magasin par exemple, ne pourront pas avoir de mode solo. C'est quand même assez bête. À moins que cette façon d'écrire ici Kickstarter exclusive soit une manière dissimulée de dire que c'est exclusivement gratuit dans la campagne et que ce sera payant par la suite. Peut-être, je ne sais pas là-dessus, je ne pourrais pas vous dire. Parfois, c'est un peu trompeur, donc là, je ne vais pas garantir quoi que ce soit. Est-ce que c'est écrit d'ailleurs quelque part? Je ne crois pas que ce soit écrit.
On vous dit ici, ah non d'ailleurs, true exclusives in the sense that we won't offer them for sale after this campaign is over. Donc non, elles ne seront pas disponibles après la campagne. Donc attention, si vous voulez l'extension Time Wars et que vous voulez pouvoir jouer au jeu en solo, c'est maintenant ou jamais, ou éventuellement choper une copie d'occasion par la suite. Mais c'est le seul moyen sûr de pouvoir mettre la main sur le mode solo en tout cas. Par contre, attention, elles seront disponibles en print and play. Donc, bon, vous pourrez quand même imprimer ces différents plateaux ici et y jouer en solo, mais pas avec le matériel que vous voyez ici. Vous pouvez télécharger la règle, bien entendu, pour découvrir un petit peu plus le jeu. Vous pouvez également le tester sur Tabletop Simulator pour apprendre un petit peu à jouer, voir si ça pourrait vous correspondre. Si vous avez joué déjà à la série des Tracking Through machin, vous saurez plus ou moins à quoi vous attendre, même si apparemment il y a des petits ajouts assez intéressants. Et ma foi, un seul pledge, c'est aussi un facteur plutôt en la faveur du jeu, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, je parle purement subjectivement parlant. J'aime bien quand il y a très peu de niveaux de pledge. Pas parce que ça simplifie mon travail pour le menu crowdfunding, mais simplement parce que ça fait une offre unique. Il n'y a pas à tergiverser et il n'y a pas à se dire est-ce que je prends cet add-on, celui-ci, celle-ci. C'est aussi le meilleur moyen d'éviter la FOMO. C'est-à-dire que vous avez le jeu, cette offre-là, point barre. Après, vous pouvez l'avoir en magasin pour un petit peu plus cher, certes, mais ce n'est pas impossible de mettre la main dessus. Bon, il y a des exclusivités, certes, mais qui n'en sont pas vraiment de grosses, puisque vous pouvez les imprimer par la suite, donc bon, ça peut se faire quand même. J'aime bien quand les campagnes ont peu de niveaux de pledge, et là, il n'y en a qu'un, donc c'est idéal. 50 $. Les add-ons, bon, vous pouvez ajouter des add-ons certes, mais ce ne sont pas des add-ons pour ce jeu, ce sont les précédents épisodes de la série, à savoir Tracking the World, Tracking the National Parks, et il n'y en avait bien que 2, et non 3 comme je le pensais. 40 $ pour les deux. Celui-ci, vous le voyez, est un peu plus cher, alors peut-être qu'il est un peu plus riche en termes de contenu, aussi bien en termes de gameplay que de matériel. C'est un peu l'impression que ça donne quand on écoute et regarde les différents vidéastes qui en parlent en tout cas. Mais le matos et les illustrations étaient déjà très jolies sur les 2 précédents épisodes, donc bon, je ne sais pas très bien en quoi ça justifie cette augmentation de 10 $, mais je pense que ça, si on fouille un petit peu, ça se justifie en termes de gameplay peut-être et de matériel. Vous pouvez aussi choper des illustrations, des prints, donc d'impression de certaines des illustrations du jeu pour 5 $ supplémentaires. Bon, ça c'est vraiment pour les fans. Et puis passons maintenant aux frais de port, ma foi. Ils ont quand même une belle présence sur la table, c'est assez joli. J'aime bien comment ça donne bien. Alors, disons, les frais de port. Donc la VAT, la TVA, je l'avais déjà dit tout à l'heure, mais elle est déjà ajoutée dans le prix de base. Donc ça, c'est aussi un gros plus pour la campagne. Et les frais de port, quant à eux, on va les trouver un petit peu plus bas ou pas du tout. J'ai l'impression que c'est pas du tout. Je me suis raté, excusez-moi, c'est lamentable. Ah, c'est ici, d'accord. Il faut cliquer ici pour avoir un aperçu. Je crois que c'est voilà, c'est un Google Doc. Pour l'Europe, si vous êtes en France, en Belgique, ce sera la colonne D, donc c'est bien celle-ci, ok. Donc vous aurez affaire à 20 $ de frais de port, un petit peu cher pour un jeu qui coûte 50 $, mais la TVA est comprise, donc finalement, on peut quand même dire que c'est honnête, voire même plutôt généreux, 20 $. Et si vous voulez prendre des pledges groupés, vous pouvez, en ajoutant une copie, 2 copies, 3 copies, ajouter 9 $ par copie supplémentaire à votre colis. Donc encore une fois, un bon moyen d'aller économiser un petit peu sur les frais de port. Et nous qui sommes au Japon, on serait donc dans la colonne E, c'est ça, Rest of Asia, donc 25 $, c'est assez similaire. Donc ça reste un jeu à 75 $ pour nous au Japon. Bon, c'est à peu près abordable. C'est un petit peu cher pour le jeu que c'est quand même, 75 $, mais bon, actuellement, par les temps qui courent, ça reste assez normal. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Tracking Through History. 2366 contributeurs, plutôt un joli succès. Je pense qu'on va monter assez rapidement au-dessus de 5000. Enfin, rapidement, peut-être pas, mais d'ici la fin de la campagne, en tout cas, au-dessus de 5000, ça, je pense que c'est garanti. Et d'ores et déjà, 127 000 $ d'accumulés. Et on termine aujourd'hui par Captain's Log, qui a remporté le plus de votes lors du sondage de la semaine. Et qui plus est, c'est assez peu explicitement présenté dans la campagne, mais je le dis donc d'entrée de jeu, c'est disponible en français. Vous voyez ici le petit drapeau à l'ancienne, français avec la fleur de lys. Le jeu sera disponible en français, en espagnol, en anglais et en allemand. Il a déjà connu un assez beau succès, mine de rien, parce que bon, on se dit 677 contributeurs, c'est pas extraordinaire, mais c'est un primo-porteur qui nous vient d'Espagne, de Lanzarote plus précisément, et l'éditeur se nomme Present is Future Games, donc non en anglais,
Et c'est leur premier jeu. Et donc, du coup, 677 contributeurs pour un jeu relativement de niche, c'est plutôt un très bon résultat pour un début de campagne en moins d'une semaine. Pour un jeu 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs, donc avec un vrai mode solo apparemment, pour des parties de 60 à 240 minutes, donc 1 à 4 heures. Mais pourquoi? Parce que c'est un jeu modulable. Vous pouvez choisir en début de partie, si vous voulez faire une partie plus ou moins longue, il suffira d'ajuster un petit peu les nombres de points de victoire à acquérir pour l'emporter. Le jeu semble être suffisamment équilibré pour pouvoir permettre d'avoir différentes échelles de valeurs temporelles. Vous pourrez choisir une partie plus ou moins courte en fonction de votre envie, de vos disponibilités au moment de sortir le jeu. Alors, Captain's Log, on a déjà vu 1 ou 2 jeux aujourd'hui, un peu sur une thématique similaire. On est encore sur les hautes mers, toujours à l'époque des pirates, etc. Donc, plus ou moins, on va dire, le grand siècle de la piraterie, c'était quoi? C'était 17e, 15e, je ne sais plus trop bien. Bref, un jeu en sandbox. Alors, sandbox pour les non-anglophones, c'est donc un bac à sable. Vous êtes libre d'aller explorer la map qui se dévoile au fur et à mesure. Vous aurez plusieurs grandes tuiles, un petit peu à la façon de, je prends toujours le même exemple dans ce genre de cas-là, mais de Flamme Rouge, en fait, des grosses tuiles qui vont être apposées au début de partie pour en former une carte énorme, comme c'est le cas ici. Mais en fait, ce sont différentes grandes tuiles collées les unes aux autres, et en fait, selon leur emplacement en début de partie, eh bien, elles viendront s'imbriquer différemment à chaque partie, ce qui vient aller renforcer un petit peu la rejouabilité, puisque vous aurez tout un tas de, comment dirais-je, de placements en début de partie, de setup potentiel, ce qui vous permettra d'avoir des parties différentes à chaque fois, en gros. Alors, vous avez un petit aperçu de ce que ça peut avoir comme présence sur la table, avec les plateaux individuels ici, avec vos navires, que vous pourrez upgrader, bien entendu, mais également une piste de score quelque part, et puis une autre piste qui correspond à, je crois, des achats pour améliorer votre bateau, quelque chose comme ça. On va revenir dessus un petit peu plus en avant. Alors, descendons un petit peu. Alors, on aura donc 21 tuiles, parmi celles que j'ai mentionnées tout à l'heure, hein, donc vous allez imbriquer les unes aux autres pour construire une grande map globale. Vous aurez une miniature de Kraken, ensuite des petites miniatures de bateaux au nombre de 16. Vous aurez 4 plateaux individuels, donc de bateaux, avec donc des emplacements pour aller améliorer votre navire, bien évidemment, pour aller l'équiper. Ensuite, 80 tokens pour les players, donc pour les joueurs, hein, avec une couleur pour chaque joueur. Ensuite, on aura 4 plateaux avec double face pour le marché, qui vous permettront d'aller acquérir de nouvelles, comment dirais-je, de nouveaux équipements pour votre bateau, peut-être de nouveaux marins également. On a aussi un plateau de port de construction de bateaux avec lequel se trouve également une taverne, donc pour aller acquérir encore une fois de nouvelles choses. Donc différents emplacements pour aller upgrader votre équipage, mais également votre équipement. Ensuite, un plateau de score avec double face également. Et puis ici, un plateau de réputation, qui lui aussi est double face d'ailleurs. J'imagine que les doubles faces étant très présentes sur chacun des emplacements, sur chacun des composants du jeu, ça fait peut-être partie justement de cette modularité en termes de durée de partie, peut-être. Je ne suis pas trop plongé dans les détails de la campagne, mais vous me direz éventuellement si vous en savez plus dans les commentaires. Ça aidera forcément ceux qui regardent la vidéo qui en voudraient un peu plus de détails. Ensuite, on a tout un tas de petits tokens en bois, en cubes de bois, disons. Ensuite, on aura des limitations pour les bateaux. Alors, je ne sais pas très bien à quoi ça sert pour l'instant. Là, encore une fois, il aurait fallu que je fouille un petit peu plus avant. On aura des bases NPC, donc des bases qui seront contrôlées par une sorte de IA, en fait, d'intelligence artificielle, en gros. On aura ensuite des doublons en carton. Bon, c'est un petit peu dommage. Peut-être qu'il y aura des doublons en métal par la suite, allez savoir. Ensuite, des jetons de dommages sur votre bateau, peut-être. Ensuite, des drapeaux. Ensuite, des munitions pour votre bateau. Des upgrades pour les nations. Des upgrades aussi pour vos officiers, pour vos spécialistes. Donc, il y a toute cette gestion aussi de votre personnel, de votre équipage. Ensuite, on aura des barils qui vont être aussi en jeu. Je ne sais pas très bien à quoi ils servent, pour être honnête. Le petit sachet pour contenir tout ce qui est token, j'imagine. Et puis également tout un tas de dés, 12 faces, mais également 20 faces. Ensuite, tout un tas de cartes, que ce soit des trésors, des missions, des cartes de capitaine, des événements dans tous les sens. Donc le jeu a l'air d'être assez riche en termes de mécanismes et de matériel, même si c'est un matériel, vous le voyez, assez sobre, qui thématiquement a une direction artistique plutôt soignée, même si ce n'est pas extraordinairement beau, ça fait le job, et thématiquement, c'est plutôt cool, avec ce petit effet un petit peu parchemin usé.
donc c'est plutôt assez satisfaisant de ce point de vue-là. Ensuite, on vous mentionne les différents modes de jeu, le mode de jeu standard, dans lequel vous allez naviguer à travers différentes destinations. En fonction du vent aussi, apparemment, le vent aura une importance. Si vous cherchez à vous orienter contre le vent, bien entendu, vous avancerez moins vite, j'ai l'impression. Il faudra éviter aussi les bancs de sable. Vous aurez des phases d'exploration, hein, vous découvrirez de nouveaux ports, de nouvelles îles, pour aller élargir, puisqu'au début, j'ai l'impression qu'il y aura une sorte de brouillard de guerre en début de partie. Vous découvrirez la carte au fur et à mesure que vous progressez. De l'interaction, puisque il y aura des choses à faire dans les ports, mais également des combats navals avec d'autres adversaires autour de la table, que ce soit des joueurs ou des NPC, donc des bateaux contrôlés par une intelligence artificielle représentant d'autres nations, j'imagine. Il y aura aussi toute cette phase d'amélioration de votre navire. Vous pourrez ajouter de l'artillerie, vous pourrez entraîner votre équipage également, vous pourrez stocker du cargo pour le revendre dans différents ports, vous pourrez trouver des trésors, vous pourrez forger des alliances avec d'autres nations, ou au contraire décider de faire bande à part et d'être en solo comme un bon pirate que vous êtes. Vous pourrez faire du commerce avec les autres joueurs, mais peut-être également d'ailleurs avec l'IA, je pense, et que ce sera certainement possible. Et il y aura donc un ajustement possible en termes de durée de partie. Vous déciderez au début combien de points il faudra gagner pour l'emporter. J'imagine qu'il n'y a peut-être pas d'asymétrie, parce que l'asymétrie ferait peut-être en sorte que certains ont un départ canon, alors que d'autres sont plus sur la durée. Je me trompe peut-être, dites-moi dans les commentaires si vous en savez plus, si le jeu propose une asymétrie entre les différents capitaines, c'est possible, après tout, j'aurais dû prendre un peu plus de temps, mais là, aujourd'hui, j'avais quelque chose à faire avec madame, qui m'a pris un peu enfin, un peu plus de temps, pas trop de temps, mais plus de temps que je ne l'aurais pensé. Bref, trêve de billevesée, on passe au mode expert, avec un petit peu plus de roleplay, puisque cette fois-ci, vous allez choisir un célèbre pirate ou amiral que vous voudriez incarner pour la durée de la partie. Par exemple, ici, on voit Anne Bonny, qui était une célèbre pirate, j'ai l'impression. On pourra bien sûr attaquer des opposants, attaquer des adversaires avec un nouveau style de confrontation différent du mode standard. On aura aussi des maps customisées, donc des cartes un petit peu différentes. Vous pourrez créer vos propres cartes, j'ai l'impression, alors que certainement dans le mode standard, vous aurez un set de cartes disponibles à créer, un petit peu façon flamme rouge encore, hein, même si la comparaison s'arrête là, bien évidemment. Ensuite, vous aurez plus d'options pour les plateaux, et je pense que c'est là qu'entrent en jeu les plateaux double face. Peut-être que l'autre face vous permettra d'avoir un peu plus de liberté ou des conditions nouvelles un peu plus complexes. Et puis, vous aurez des upgrades pour aller engager de nouveaux officiers, des spécialistes, et les faire s'améliorer, les faire s'entraîner, etc., pour avoir un équipage de plus en plus puissant. Les stretch goals, on en parlera plutôt par la suite dans le suivi du mini crowdfunding d'ici quelques temps. On peut aller télécharger les règles pour en apprendre un petit peu plus sur le jeu. J'ai pas vu encore, si, je me souviens qu'il y a une version française, voilà, c'est ça. C'est le Meeple Reporter qui s'occupait de la présentation du prototype, mais également, je crois qu'il a une deuxième vidéo sur le sujet où il s'attarde un petit peu plus sur le gameplay, si je me souviens bien. Donc, allez voir la chaîne du Meeple Reporter. Il vous présente le prototype en 1 heure, donc assez long, prenez un petit peu de temps, hein, vous prenez une petite bouteille, hein, quelques petites cacahuètes, et c'est parti pour 1 heure. Et puis ensuite, dans les reviews, c'est peut-être là d'ailleurs que sa vidéo va apparaître. Je me demande, non, je ne l'ai pas aperçu, malheureusement. Tiens, par contre, il y a une vidéo de League of Games qui est, si je vous conseille, si vous êtes anglophone, très bon vidéaste aussi, assez fun, assez atypique, mais très, très sympa à suivre. Vous pouvez tester le jeu sur Tabletop Simulator, en mode standard comme en mode expert, peut-être pas complet, mais vous pourrez l'essayer en tout cas. Et puis ensuite, en add-on, vous pourrez avoir une sorte de tour de dés, en fait, une tour de cargo. Vous pourrez lâcher des tokens de cargo et récupérer ceux qui descendent pour les ajouter à votre cargo actuel. Bon, rien de très nécessaire, c'est pas particulièrement très beau non plus, et ça coûte quand même 12 livres, donc bon, je pense que c'est vraiment pas essentiel. Par contre, bon, si vous aimez bien pimper votre jeu, j'en parlais tout à l'heure, ils sont ici, les pièces de métal, 40 pièces de métal pour 15 euros. C'est des euros, c'est des livres, c'est des euros, un petit peu bizarre ça, des euros. Donc 15 euros supplémentaires pour aller choper donc, des pièces de métal qui viennent à rajouter un petit peu aussi en immersion. C'est vrai qu'un jeu de pirate avec des belles pièces en métal, c'est quand même bien plus agréable. Ensuite, pour les frais de port, les voici. Les frais de port, attention, pour la France, c'est particulièrement intéressant puisqu'on est sur du 6 à 10 euros.
c'est la zone la moins chère avec l'Espagne et le Portugal, la France. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, c'est vraiment une bonne offre, une belle offre, d'autant plus que si vous ajoutez des copies supplémentaires, ce sera 4 € par copie, j'ai l'impression. Donc c'est un bon moment aussi pour faire des pledges groupés. Pour le reste de l'Europe, donc avec la Belgique par exemple, le Luxembourg, c'est sur du 16 à 20 €, donc c'est quand même bien plus cher d'un seul coup, bien évidemment. Canada, c'est 25 $, ça commence à douiller un petit peu. Et nous, on est dans le rest of Asia, je pense, donc ce serait 35 $, donc c'est vraiment trop cher pour nous malheureusement. Mais le jeu a l'air vraiment intéressant. Si vous êtes amateur de tout ce qui est piraterie, bataille navale, etc., ça devrait être un jeu qui vous intéresse pas mal, à mon avis. D'autant plus qu'il y a une certaine liberté, c'est vraiment un jeu bac à sable, donc c'est une belle expérience à mon avis. La TVA, elle sera calculée dans le Pledge Manager, donc n'oubliez pas d'ajouter ça dans vos calculs. Par exemple, pour la France, si ça coûte 10 € plus le jeu lui-même, j'ai même raté le prix d'ailleurs du jeu lui-même, 80 €, assez cher par contre. 80 €, donc il faudra compter environ une douzaine d'euros de TVA, j'imagine. Donc ça vous fera un jeu au total, si on comprend ça, plus les frais de port, plus la TVA, qui dépassera les 100 €. C'est aussi la raison pour laquelle, enfin une des raisons peut-être pour laquelle, lesquelles du coup, le jeu ne connaît qu'un succès relatif, un beau succès malgré tout, parce que c'est un primo-éditeur, je le rappelle, mais au-delà de ça, on n'est pas d'entrée de jeu sur une semaine à 1500 contributeurs non plus. Donc c'est un jeu de niche assez lourd, assez expert visiblement, avec un prix d'entrée assez conséquent. Donc ça a quand même fait un beau succès pour cette première semaine. On va certainement aller chercher les 2000 contributeurs d'ici la fin de la campagne, mais quand même, le prix d'entrée est un petit peu cher. Ceci dit, c'est financé avec 51 000 € pour l'instant, avec 677 contributeurs et une version française, je le rappelle. Voilà pour aujourd'hui, c'est à peu près tout. On avait une semaine assez atypique dans le sens où il n'y avait pas de gros projets, mais pas mal de petits projets intéressants, y compris certains projets qui font mentir ce début d'année, à savoir des projets qui proposent une offre assez raisonnable en termes de prix, alors que depuis le début de l'année, on est plutôt sur une hausse des prix assez conséquente, pas uniquement sur les frais de port, mais sur les jeux eux-mêmes. Et là, c'est un petit peu moins le cas pour certains des jeux, comme Chang'an par exemple, qui est plutôt accessible, ou encore Tracking Through History, qui reste à peu près accessible aussi, même si on ajoute les frais de port, la TVA, etc., c'est certes un petit peu cher, mais ça reste quand même un petit peu encourageant par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous revient très prochainement, Xavier et moi, puisque là, on va vous proposer prochainement des vidéos sur Dice Throne. Il est temps, puisque c'est le jeu qu'on a le plus usé depuis qu'on s'est remis au jeu de société, lui et moi, il y a maintenant 3 ans et demi. On a fait plus de 200 parties sur Dice Throne. Il était temps qu'on en parle, d'autant plus que la VF pour la saison 2 et pour l'extension, le standalone Dice Throne Adventures arrive très prochainement grâce à Lucky Duck Games, et donc il est temps qu'on vous en parle. On va peut-être se focaliser un petit peu sur la saison 2 pour que vous puissiez découvrir un petit peu les nouveaux personnages, parce que les saisons 1 maintenant est sortie en français, donc vous connaissez un petit peu. On en parlera peut-être en plus par la suite, mais là, dans l'urgence, on va parler un petit peu plus de la saison 2, peut-être un petit peu de DTA, donc de Dice Throne Adventures également. Et puis également, comme je l'ai mentionné aujourd'hui d'ailleurs, en parlant de Button Shy Games, je vous ferai prochainement également une vidéo sur le jeu solo Unsurmountable. J'en ai déjà fait 7 ou 8 parties, il faut que je découvre encore un petit peu les extensions, mais bientôt, on va s'en occuper. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end, portez-vous bien et à la prochaine.